migrantes et mineurs non accompagnés à la frontière franco-britannique autour du Calaisis-Dunkerquois, face aux expulsions massives qu'on y rencontre notamment. Et tu es également membre de l'Observatoire et co-rédactrice du rapport annuel. Et puis moi, je me présente, je m'appelle William Acker, je travaille en tant que délégué général à l'Association nationale des gens du voyage citoyen et j'aurai le plaisir de vous présenter plus particulièrement les sujets liés au parcours chaotique de scolarisation des enfants qui subissent des expulsions, mais aussi la situation des personnes dites gens du voyage face à des pratiques d'expulsion qui, nous le verrons, passent trop souvent sous les radars. Alors, concernant le programme, on va très rapidement en faire une toute petite synthèse. Donc, nous allons dans un premier temps présenter les chiffres du rapport, puis nous irons présenter les questions liées à la santé, et notamment à la santé donc, des enfants. Ensuite, nous enchaînerons sur les sujets liés à la scolarisation et nous terminerons sur les recommandations de ce rapport. Du coup, pour vous présenter rapidement les chiffres du rapport, peut-être juste vous dire que oui, à la fin, on aura bien des questions. Vous pourrez répondre aux questions qui sont, enfin, vous pourrez poser vos questions dans le chat et du coup, on essaiera d'en sélectionner quelques-unes pour qu'on puisse vous y répondre. Donc, pour vous présenter les chiffres du rapport de 2023, juste pour savoir, l'Observatoire des expulsions existe depuis 2019 et c'est notre 5e rapport qui paraît aujourd'hui. Donc, toujours dans cet objectif d'objectiver le nombre des expulsions de terrain sur l'ensemble du territoire national, mais aussi d'observer comment les expulsions sont réalisées, avec quelle base légale et surtout avec quelles conséquences. Donc, rapidement, je présente la méthodologie de l'Observatoire pour comptabiliser ces expulsions de lieux de vie, mais aussi pour avoir un relevé de données qualitatives sur les contextes des terrains et la mise en œuvre des expulsions. Donc, il s'agit d'un travail de signalement sur une plateforme en ligne qui, du coup, les contributeurs associatifs, bénévoles ou salariés signalent ces expulsions. Alors, soit parce qu'elles observent directement les expulsions, soit, en fait, on repère à travers une veille médiatique les opérations d'expulsion, ce qui nous permet aussi de les signaler sur la plateforme. Dans ce questionnaire, il y a différents items qui sont remplis, ce qui nous permet d'avoir une vue exhaustive sur le déroulé de l'expulsion. Donc pour autant, malgré cette démarche de recensement scientifique, l'Observatoire ne prétend pas à l'exhaustivité du nombre d'expulsions, du fait que beaucoup de ces opérations sont réalisées en fait sans couverture médiatique ou sans qu'aucune association de l'Observatoire n'en ait connaissance. Du coup, dans le rapport, je vous inviterai à lire la page 8 avec attention. Cette année, ce qu'on a comptabilisé comme expulsion, c'est 1111 expulsions, dont 729 sur le littoral nord, donc dans le Calaisis et dans le Dunkerquois. On vous présente dans ce rapport une évolution du nombre d'expulsions entre 2018 et 2013. Et cette année, du coup, l'Observatoire, nous, on se penche sur des données entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023. Donc, ce qu'on a comptabilisé, c'est un nombre de personnes qui vivent sur un lieu de vie, le nombre de personnes qui vivent sur un lieu de vie en moyenne pendant cette période, c'est 130 personnes. La durée d'installation sur les lieux de vie, c'est de 1 à 5 ans. Une fréquence moyenne des expulsions, donc sur le littoral nord, il y a une expulsion toutes les 12 heures. Mais en dehors du littoral nord, donc sur l'ensemble du territoire, on comptabilise une expulsion toutes les 23 heures. Donc, les lieux de vie concernés, nous, on parle d'habitat informel. Donc, ça, c'est un phénomène qui est protéiforme. Il s'agit aussi bien de tentes, de cabanes construites sur des terrains, de bâtiments occupés, de squats, de caravanes, de voitures ou de camions. Le nombre de personnes concernées par les expulsions chaque jour en moyenne, donc 173 personnes sur le littoral nord et 80 en dehors du littoral nord, donc sur l'ensemble du territoire. Des personnes concernées, c'est des personnes qui vont être dans des situations particulièrement diverses. Elles ont des nationalités, des trajectoires et ou des vulnérabilités très différentes. Donc, on verra plus tard au niveau des recommandations, mais pour des solutions ajustées, les besoins et les spécificités de chacun et de chacune doivent être prises en compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, juste assez rapidement, les 10 départements où l'on recense le plus d'expulsions en 2023, c'est le Pas-de-Calais avec 694 expulsions. Et puis ensuite, on enchaîne avec la Gironde, 78 expulsions comptabilisées pour cette dernière année. Le département du Nord avec 62 expulsions. Paris avec 39 expulsions. Et je continue, dans le département du Rhône, 30 expulsions. En Essonne, 27 expulsions. En Loire-Atlantique, 23 expulsions. En Seine-Saint-Denis, 21. En Seine-et-Marne, 17. Et en Haute-Garonne, 17.
Ce qu'on a pu établir en fait à travers nos données, c'est un véritable cycle des expulsions. Donc en fait, à partir du moment où il y a un lieu de vie informel, on a pu établir plusieurs étapes jusqu'à l'expulsion du lieu de vie. Alors soit on remarque qu'il y a une absence de diagnostic social dans 97% des cas, donc une absence en fait d'accompagnement social par les travailleurs sociaux qui viendraient autour du campement réaliser un diagnostic de qui est présent sur le terrain et de repérer les vulnérabilités. Donc cette absence de diagnostic, elle est assez importante. Parfois, il y a un diagnostic, mais si 25 expulsions qu'on a pu recenser ont été précédées par un diagnostic, celui-ci ne doit pas être confondu avec un simple recensement, c'est-à-dire juste compter les personnes. Dans ce cycle des expulsions, des terrains, on remarque aussi une absence d'accès à l'information. En fait, les personnes concernées sur les terrains n'ont pas forcément d'informations. Ça, on comptabilise dans 91% des cas, qu'il n'y ait pas d'informations sur le fait que leur lieu de vie va être expulsé, et donc ils ne peuvent pas du tout anticiper un départ, se préparer psychologiquement, quoi que ce soit. On remarque aussi un difficile accès à la justice. Donc où les personnes n'ont ni les outils ni le temps d'entamer des démarches en fait avec une personne avocate qui pourrait un avocat qui pourrait les défendre. Et donc il n'y a pas non plus de possibilité de report de l'expulsion du fait même que les personnes ne peuvent pas intervenir en justice. On remarque aussi, c'est un item dans l'observatoire, que les personnes reçoivent des visites, des menaces des forces de l'ordre, des autorités, des commissaires de justice ou des riverains pour mettre la pression sur les habitants. On remarque aussi des violences. Donc, pendant le temps de l'expulsion, on a pu objectiver via l'observatoire des périmètres de sécurité autour des NAS, une absence de témoins et puis une banalisation. En fait, les personnes en fait banalisent le phénomène d'expulsion puisqu'en fait, il est réitéré régulièrement sur les terrains sur lesquels elles habitent. Pendant l'expulsion, on remarque une non-protection, une non-conservation des biens, voire une destruction des biens. Donc, dans 89% des cas, les biens des personnes sont détruits, confisqués. Donc, les biens des personnes, ça peut être des plantes, des couvertures, des baraques, des meubles, des vêtements, des jouets, des documents administratifs et médicaux. Ensuite, ce qu'on remarque aussi, c'est une absence de solution au terme de l'expulsion. Donc, une absence de mise à l'abri. Il y a de la mise à l'abri en hôtel social. Ce qu'on constate, c'est que ces mises à l'abri peuvent être éloignées, inadaptées, instables. Et du coup, cet hébergement d'urgence, en fait, c'est la première solution proposée, donc 137 des cas d'expulsion qu'on a pu recenser. Et l'hébergement stable est assez minoritaire, donc c'est dans 10 cas que ça a pu être recensé. Donc, en fait, ce qu'on constate particulièrement dans ce cycle, c'est surtout un retour à l'errance. 85% des expulsions ne donnent lieu à aucune solution, donc c'est quand même 841 cas qu'on a pu recenser dans l'observatoire. Et donc, en fait, c'est un véritable cycle dans le sens où les personnes, en fait, se retrouvent non seulement à l'errance, mais se mettent à recomposer un lieu de vie. Et donc, c'est un peu un schéma infernal. Voilà, c'est le cycle des expulsions qu'on a pu établir dans le rapport que je vous invite à consulter. Donc, juste peut-être pour vous expliquer, c'est qu'un point de contexte s'impose lorsqu'on parle de lieu de vie informel expulsé. On parle surtout de personnes qui sont sans abri ou sans hébergement dur et qui ont à habiter des terrains. On constate une augmentation du nombre de personnes à la rue restant sans solution d'hébergement. Dans son dernier rapport sur le mal-logement, la Fondation Abbé Pierre estime à 330 000 le nombre de personnes qui ont à vivre sans domicile, dont 100 000 en habitation de fortune. Le 21 août dernier, en 2023, dans un baromètre enfants à la rue, l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité recensaient 1990 enfants restés sans solution d'hébergement suite à la demande de leur famille au 115, donc l'hébergement inconditionnel en France, faute de places disponibles ou adaptées pour les accueillir. Ça constituait déjà une augmentation de 20% par rapport à la même période l'année dernière, en 2022. Au 2 octobre 2023, ils étaient 2822 enfants à la rue, soit 42% de plus en un mois seulement, dont 686 enfants de moins de 3 ans. Peut-être que William, je te laisse enchaîner sur quel focus on a choisi cette année. Oui, alors cette année, pour le rapport, on a vraiment choisi de travailler sur la question de l'enfance, à la fois sur le versant santé, mais aussi sur le versant scolarisation, parce que comme l'a dit Clémentine, les enfants sont trop souvent des victimes de ces expulsions, et on peut dire aussi des victimes un peu silencieuses, victimes du mal-logement et des expulsions à répétition, c'est une chose, mais qui portent atteinte à leur santé physique et psychique, qui augmente le risque de subir des violences, notamment des violences policières, de subir des discriminations liées à la situation d'habitat, mais aussi à l'origine.
Et puis aussi des risques de subir du harcèlement scolaire. On le verra avec certains parcours d'enfants, notamment en raison de leur scolarité en dents de scie et des conditions de vie qui peuvent être raillées par leurs camarades de classe et parfois incomprises aussi par certains enseignants. Donc effectivement, les enfants sont les premières victimes des expulsions et pourtant leur situation reste bien souvent une forme d'angle mort, tant dans le discours public que les politiques publiques. Donc il nous a semblé important de vraiment mettre le focus sur cette question-là parce que ces expulsions représentent vraiment un énorme gâchis et une inégalité assez terrible pour ces enfants qui les subissent, car elles sont presque toujours accompagnées de déscolarisation. Donc, je vais passer la main à Oran qui va nous parler de retour de terrain, notamment sur ces questions de santé des enfants. Oui, bonjour tout le monde. Merci William, merci Clémentine pour l'introduction du rapport. En effet, dans le rapport, on a voulu s'intéresser à la question de l'impact des expulsions sur la santé des femmes enceintes et des enfants en bas âge. Ce qu'on sait via la recherche scientifique, c'est que la précarité et les conditions d'habitat précaires notamment, c'est un facteur de risque dans le cadre de la grossesse pour la mère comme pour l'enfant. On sait dans la recherche que ça augmente les risques de mortalité infantile, d'accouchement prématuré, de voir des faibles poids à la naissance. Donc, ce qu'on s'est demandé, c'est en quoi les expulsions sont un enjeu en fait en termes de santé autour de cette période de la périnatalité, sachant que potentiellement c'est donc un moment qui va avoir des conséquences sur la santé et le développement de toute la vie de l'enfant. Déjà pour commencer, les femmes enceintes et les jeunes enfants qui vivent dans des habitats informels, c'est souvent ce qu'on constate, hein, c'est que c'est des personnes qui sont éloignées du système de santé. Donc, par exemple, permettre à des femmes enceintes d'accéder à un suivi de grossesse peut être long. Elles vont, du fait de leurs conditions d'habitat, avoir une temporalité qui va être souvent ancrée dans le présent et donc pas forcément adhérer à un suivi. Elles connaissent pas le système de santé, elles ont des difficultés pour se repérer, ne parlent pas forcément la langue. De même, hein, pour travailler sur le suivi des enfants, pour travailler pour faire de la prévention, s'assurer du bon développement de l'enfant, faire du dépistage de pathologies qui peuvent avoir des conséquences graves hein, sur les enfants, sur par exemple dépistage de tuberculose ou de situations de saturnisme. On sait que c'est des actions qui prennent du temps, qui demandent de faire de la sensibilisation et de l'information auprès des personnes, de coordonner leur mise en place et leur suivi. Pour répondre à cet éloignement du système de santé, il y a des dispositifs qui existent, des actions qui existent pour y répondre, mais elles sont elles aussi entravées par les expulsions. On a par exemple voilà, des dispositifs de droit commun, pas uniquement des actions associatives, qui vont être mises en place pour travailler au repérage, à l'accompagnement, à l'orientation des femmes enceintes, par exemple. On a notamment le cas de la PMI mobile dans le 93, qui est une structure dédiée, qui intervient de manière pluridisciplinaire et qui nous remonte elle aussi voir son action entravée par les expulsions. On sait par exemple qu'en 2022, la PMI mobile du 93 est intervenue en moyenne donc, sur des lieux de vie pour une période de 3,5 mois, là où elle suivait des femmes enceintes. Donc, ils ont calculé qu'à peu près, en fait, une femme enceinte qu'elle pouvait suivre pouvait être expulsée de son lieu de vie 2 fois durant sa grossesse. Donc, les conséquences, en fait, hein, de ces expulsions pour les personnes, c'est qu'elles vont avoir, un impact sur l'aggravation, en fait, des conditions de vie. Elles vont accentuer l'éloignement du système et de l'accès à la santé des personnes. Elles empêchent aussi les personnes de se projeter, de prendre soin d'elles et de leur santé et de celle de leurs enfants, parce qu'elles doivent répondre à une question, hein, c'est où je vais dormir après. On peut se questionner sur comment on prépare sereinement l'arrivée d'un enfant avec une femme enceinte quand elle ne sait pas si son lieu de vie va demain être détruit. On a par exemple l'exemple d'une femme qui est assez criant, j'ai trouvé en Guyane, qui était enceinte et dont l'expulsion, qui a accouché en fait le jour même où le juge s'est prononcé sur son expulsion. Son expulsion, elle a eu lieu 2 semaines après. Et donc 2 semaines après son accouchement, et elle avait entre-temps pas pu contacter de sage-femme libérale pour faire son suivi postnatal parce qu'elle savait pas en fait quand est-ce qu'aurait lieu son expulsion et où elle allait pouvoir se trouver ensuite. Les expulsions, elles vont aussi avoir pour conséquence, par exemple, les personnes ne vont pas forcément pouvoir honorer, par exemple, des rendez-vous médicaux, des rendez-vous de suivi, par exemple en PMI.
Ça peut entraîner aussi un éloignement du territoire. Donc, on peut avoir des familles qui vont pouvoir avoir accédé à des centres de PMI de secteur, par exemple, qui vont être expulsés et donc se retrouver éloignées de là où elles avaient leur habitude, là où on n'avait plus créé un lien de confiance avec elles, et donc ne pas pouvoir poursuivre ce suivi. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est une forme de dualité, d'incohérence dans l'action publique. On a des actions qui sont mises en œuvre par des structures, des services de santé de territoire, par des départements, par des agences régionales de santé, pour travailler justement à ramener les personnes qui vivent dans des lieux de vie informels vers un accès à la santé. Et ces actions, elles ne peuvent pas aboutir parce qu'à un moment donné, on a décidé qu'il fallait mieux rendre un terrain, un bâtiment à un propriétaire que de répondre à des enjeux de santé publique. Et du coup, peut-être plus concrètement aussi, Sur les questions de santé-environnement. sur les santé. Ouais. Alors, sur les questions de santé-environnement, c'est vrai qu'on s'est penché sur plusieurs sujets, mais globalement, on peut dire que les lieux de vie informels, donc ces lieux de vie informels sont très souvent localisés dans des zones impropres à la santé humaine. On les retrouve fréquemment à proximité d'usines, fréquemment à proximité de zones industrielles, dans les périphéries aussi des villes. Ce qui fait qu'on a évidemment pour les personnes qui y vivent une proximité beaucoup plus forte avec les polluants. Moi, je vais prendre l'exemple des gens du voyage, puisque c'est l'exemple que je connais le mieux. Les voyageurs sont soumis à des pollutions qui sont assez systémiques dans leur lieu de vie, qui sont les aires d'accueil pour majorité. Et il s'avère qu'à côté de ces aires d'accueil, on a très souvent des lieux de vie informels qui se forment. Je prends l'exemple, par exemple, de la Prairie de Mauve à Nantes, qui est un quartier périphérie de la ville de Nantes, où vous allez avoir eh bien, des familles dites roms migrantes qui vont y vivre. Vous allez avoir également des terrains familiaux de gens du voyage, des terrains, des lieux de vie occupés de longue date aussi par des familles de voyageurs sédentaires. Et en fait, ce quartier est une ancienne décharge enterrée, qui fait qu'aujourd'hui, les polluants remontent à la surface sous forme de lixiviate et contaminent l'ensemble des eaux qui sont impropres à la consommation. L'eau potable, par exemple, on ne peut pas la consommer là-bas. Et donc ça a une influence réelle sur la santé. Chez les gens du voyage, l'espérance de vie, c'est 65 ans. Et la FNASAT va bientôt publier une étude de FNASAT et Santé publique France qui a été réalisée sur 5 ans sur la santé des gens du voyage en Loire-Atlantique, qui démontre vraiment l'impact très fort de ces déterminants environnementaux sur la réduction de l'espérance de vie, mais aussi sur les questions de maladies cardiovasculaires, sur les questions, par exemple, d'empoisonnement, de cancer, etc., qui peuvent être plus élevées dans certaines zones. Je pense qu'on pourrait aussi revenir sur la question du Calaisis-Dunkerquois en particulier. Oui. En fait, nous, ce qu'on a décidé aussi de mettre un peu comme focus dans l'observatoire cette année, dans le rapport, c'est la santé mentale en fait, des enfants et en particulier des mineurs non accompagnés. Et ce que les expulsions peuvent provoquer en fait, sur leur santé mentale. En fait, il y a un impact direct au moment même de l'expulsion, puisque la violence, elle est intrinsèque en fait au déroulement des opérations d'expulsion. L'expulsion, elle est en soi génératrice de peur, de stress, d'anxiété. Il y a une violence en fait du dispositif qui est mis en place parce qu'il y a des vannes de police. Il y a une police qui est armée avec des lanceurs de balles de défense, avec tout un attirail qui est quand même assez impressionnant pour un adolescent, pour un enfant en bas âge. Et puis cette police en fait crée une nasse autour des personnes. On constate aussi qu'il y a une violence autour des procédés utilisés par la police pendant les opérations. Ces opérations sont souvent accompagnées de violences verbales et physiques. Ça arrive que des jeunes soient blessés, ça arrive que des jeunes personnes soient arrêtées, soient insultées. Donc en dehors du littoral, dans le rapport, il y a 22% des expulsions recensées qui font état de violences verbales et ou physiques pendant ou en amont de l'expulsion. Donc déjà, c'est une augmentation puisque l'année dernière, c'était 13,5%. Mais sur le littoral nord, c'est 88% des expulsions qui sont concernées par ces phénomènes de violence, contre 50,5% l'année dernière. Donc cette violence, elle a vraiment augmenté, elle a vraiment une conséquence sur la santé mentale des personnes. Ensuite, le manque d'information et de communication des procédures sont des grands facteurs d'anxiété pour ces mineurs. Les jeunes, en fait, ils appellent paniquer les associations. En fait, ils ne comprennent même pas ce qui se passe pendant le temps de l'expulsion parce qu'ils n'ont pas été informés. Et on remarque aussi un impact lié à la répétition des opérations d'expulsion.
En fait, à la frontière, il y a une politique publique dont on parlera un peu tout à l'heure qui permet en fait une lutte contre les points de fixation avec des expulsions très régulières. Donc à Calais, ces expulsions ont lieu toutes les 24 à 48 heures, ce qui explique des chiffres très très élevés d'expulsions. Et ces opérations s'apparentent à un harcèlement quotidien. Et donc les mineurs sont dans une insécurité, une instabilité constante. Donc ce qu'on remarque, c'est que les jeunes en termes de santé mentale, sont sur un qui-vive. Du fait de leur vie à la rue, ils doivent mobiliser sans cesse d'importantes ressources psychiques pour mettre en place des systèmes de survie. En fait, leur vie par rapport à leur précarité déjà des lieux de vie à la base, elle est monopolisée par la quête quotidienne d'un endroit où dormir, manger, se laver. Mais en plus de ça, l'omniprésence du risque d'expulsion, ça correspond à une charge mentale supplémentaire qui leur demande d'être constamment alerte. Et la mise en place de stratégies en fait par ces jeunes, on la constate, puisque afin d'éviter des conséquences comme la perte des affaires ou une exposition à la violence ou un dénuement total, en fait, ces jeunes se mettent à disparaître et à s'invisibiliser d'autant plus. Juste un dernier mot, peut-être la destruction ou la confiscation des biens des personnes, elle est en augmentation par rapport à l'année dernière. Donc, on est sur le littoral nord, à Dunkerque et Calais, 97% des expulsions recensées font état de destruction ou de confiscation des biens, contre 89% pour le rapport de l'année précédente. Et cette augmentation, on la retrouve aussi sur les chiffres sur l'ensemble du territoire. Donc, en fait, ça veut dire que ces jeunes, que ce soit leurs affaires personnelles, les documents administratifs ou des médicaments, toutes sortes de choses qui sont juste essentielles pour ces personnes, en fait, ils peuvent les perdre pendant les opérations d'expulsion. Du coup, je vais peut-être juste vous lire un témoignage d'un jeune qui appelle une association. Il a 17 ans, il est mineur non accompagné, donc il n'est pas accompagné de ses parents. Le jeune avait indiqué qu'il voulait se rendre à l'accueil de jour du Secours catholique à Calais, mais le lendemain, en fait, une expulsion de son lieu de vie est en cours. En parlant avec lui au téléphone, il explique être caché dans les bois avec ses affaires, que la police ne l'a pas vu et qu'il doit rester là, sinon il se fera voler l'intégralité de ses affaires. Donc il n'a même pas pu rejoindre en fait ce lieu de répit qu'est l'accueil de jour à Calais, de manière en fait à avoir juste un accès à l'eau pendant un temps, etc. Du coup, je vais peut-être laisser la parole à Corentin, peut-être pour que tu nous parles un peu des travaux d'UNICEF qui sont en cours sur la santé des jeunes. Merci, bonjour à toutes et tous. En effet, c'est difficile d'évoquer uniquement les expulsions sans parler plus largement du contexte et de l'impact sur la santé mentale des enfants, des conditions de vie. Et donc, nous, on s'est beaucoup intéressé à ça à l'occasion d'un rapport qui s'appelait Grandir sans chez soi, en lien avec le SAMU social de Paris et Santé publique France, sur la façon dont voilà, l'absence de domicile avait des impacts importants, et on verra que les expulsions régulières viennent encore entraver davantage la santé mentale des enfants. Donc le logement remplit évidemment diverses fonctions sociales individuelles. C'est reconnu comme un déterminant majeur de la santé selon l'OMS. Et donc l'absence de domicile prive les enfants d'un environnement protecteur, stable, prévisible, et les confronte à des conditions de vie dégradées. Donc on l'a vu, hein, ça mêle insalubrité, parfois nuisance, exiguïté, insécurité et un manque d'accès aux commodités, aux fluides, etc. Donc ces conditions de vie en elles-mêmes peuvent être à l'origine de pathologies, comme ça a été décrit. Et pour les enfants, on a aussi une charge mentale qui est liée aux maladies physiques, aussi chroniques, puisque ça peut être aussi très lourd à porter pour les enfants mentalement quand eux-mêmes sont touchés par une maladie liée à leurs conditions de vie. Voilà, l'absence de domicile, elle affecte, elle entraîne des situations de mal-être, elle affecte les relations aux autres, l'estime de soi, le sommeil et l'alimentation, qui ont aussi des impacts forts sur la fatigue psychique, l'irritabilité notamment, l'implication et la motivation dans les activités quotidiennes. Et donc, ce qu'on constate, c'est que ça débouche régulièrement sur des troubles de la santé mentale, avec des troubles intériorisés ou extériorisés du comportement, des troubles de l'anxiété, de la dépression, des troubles de l'humeur. La précarité des conditions de vie affecte aussi les relations familiales, et on verra que c'est aussi perturbé dans le cadre des expulsions. Et donc, les interactions au sein de la famille, le fonctionnement de la famille, la stabilité familiale sont impactés par les conditions de vie. La cohabitation aussi dans les lieux de vie, parfois exigus, peut nuire générer des tensions au sein de la famille, et donc et aussi un manque d'intimité pour les enfants, qui est aussi un facteur important qui entrave leur santé mentale.
Sur les expulsions à proprement parler, on peut identifier des impacts avant, pendant et après l'expulsion. Donc, ça a déjà été évoqué par Clémentine. Le risque d'expulsion est en lui-même génère une charge mentale avec la mise en place de systèmes de survie réguliers. Un sentiment d'impuissance aussi vis-à-vis des opérations d'expulsion prévues et des craintes que peut générer la violence qui aura lieu pendant l'expulsion et l'anxiété sur leur devenir suite à l'expulsion. Pendant l'expulsion, en fait, au-delà des violences physiques et verbales que tu as mentionnées, de la destruction des biens personnels, on a aussi une incompréhension vis-à-vis des raisons de l'expulsion. Ce que vous disiez dans le rapport, c'est que pour 70% des cas, on ne connaît pas les bases juridiques de l'expulsion, et ça, y compris pour les personnes elles-mêmes et les enfants, c'est un facteur important. Et puis, symboliquement, c'est la destruction aussi de son chez-soi, même si c'est dans des conditions précaires. C'est une valeur symbolique qui est très forte de détruire des biens, des jouets, et son chez-soi. Et donc, c'est une expérience qui est traumatisante, qui peut avoir des conséquences lourdes à moyen et long terme. Et ça, c'est ce que constatent aussi les soignants, anxiété, dépression, perte d'appétit, troubles du sommeil, cauchemars, etc. Voilà, comme une expérience traumatique et du stress post-traumatique lié aux expulsions en tant que telles. On a aussi sur les relations familiales, ça les instabilise aussi puisque les parents sont pas en mesure d'informer les enfants sur ce qui se passera le soir même, le lendemain. Et donc on a une perte aussi de la figure d'autorité des parents dans le cadre des expulsions. Et puis, donc tu l'as bien dit, hein, la remise à la rue, c'est majoritairement l'issue des expulsions, et donc ça vient renforcer la vulnérabilité sociale et sanitaire des occupants, et ça les éloigne de l'accès aux droits et aux soins. En termes de santé mentale, c'est aussi une politique qui est sectorisée en France depuis différentes réformes. Donc, on a 320 secteurs de psychiatrie infanto-juvénile en France. Donc, quand on change de secteur, on va de fait avoir des difficultés encore plus importantes pour accéder aux droits communs. Et donc, l'instabilité résidentielle, elle favorise les ruptures de soins. Elle allonge les délais qui sont déjà très longs en population générale pour accéder aux soins et notamment aux soins de santé mentale. On sait qu'on a 18 mois d'attente en moyenne à l'échelle nationale pour accéder à un CMP, un centre médico-psychologique. 2 ans dans certains territoires. On n'a que 700 pédopsychiatres en France pour 15 000 psychiatres, un médecin scolaire pour 16 000 élèves, et par ailleurs des besoins qui augmentent particulièrement depuis 2020 notamment, mais voilà, avec des systèmes de santé mentale qui sont sous tension. Donc les recommandations qui sont formulées dans le rapport, je vous inviterai à les relire. L'UNICEF France, on les soutient évidemment, donc il faut, comme disait Oran, renforcer les dispositifs d'aller vers quand ils existent. Les équipes mobiles de PMI ou de pédopsychiatrie sont des solutions évidemment à préconiser. La médiation en santé, largement et les enjeux de prévention en santé sont largement sous-investis. Il faut renforcer aussi plus largement l'accès aux droits communs en matière de santé mentale des enfants. On attend avec impatience les assises de la santé des enfants et de la pédiatrie. C'est l'occasion aussi d'avoir une nouvelle feuille de route sur la santé mentale des enfants qui doit intégrer ceux qui en sont les plus éloignés. Et donc ça, on essaie d'être mobilisé sur l'accessibilité des soins en santé mentale. C'est aussi un enjeu important. Et puis la question, on y reviendra peut-être à la fin de la table ronde, mais sur les expulsions en elles-mêmes, sur comment faire en sorte que les diagnostics sociaux, les diagnostics globaux soient réalisés avec des critères, des indicateurs supplémentaires sur l'intérêt de l'enfant et notamment sur leurs besoins en santé et en santé mentale. Alors, juste pour rappel, pour les personnes qui sont devant leur ordinateur, vous pouvez poser des questions dans le chat Zoom et on les synthétisera à la fin et on tentera d'y répondre. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, simplement pour faire le lien un peu avec ce que Corentin vient de dire, je vais simplement parler d'une personne que je suis là cette semaine, qui est une mère isolée en rupture familiale, qui est veuve, qui est récemment veuve et qui est mère de 4 enfants. Et qui s'est retrouvée expulsée d'une aire d'accueil à Reims, sans solution. Elle est partie s'installer dans un parking, une arrière de boutique qui est actuellement fermée en travaux.
Et pour éviter que d'autres gens du voyage s'installent à proximité de sa caravane, la mairie l'a fait emmurer. C'est-à-dire qu'ils ont posé des blocs de béton tout autour du parking pour pas que d'autres viennent. Et donc, ils ont coupé les branchements électriques et d'eau que lui avait accordé un des employés du magasin en travaux. Donc, il leur avait accordé gracieusement des branchements électriques et d'eau. Donc, elle se retrouve emmurée dans ce parking sans solution d'électricité et d'eau, avec 4 enfants. Et pour faire le lien avec les questions de santé, dans l'intimité familiale, des tensions énormes se sont produites entre elle et sa fille, qui fait qu'il y a eu des violences commises sur sa mère, etc. Enfin, ça a vraiment troublé profondément l'équilibre familial. Et aujourd'hui, en plus de cette situation de précarité, elle se retrouve signalée auprès de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on est dans une espèce de spirale infernale qui est en fait due à une expulsion sans relogement qui arrive dans 85% des cas quand même, comme on le précise dans le rapport. Et je fais ma transition maintenant sur la question de scolarité parce que ces questions-là, en fait, sont intimement liées à la fois les questions de santé et de scolarisation pour les enfants, puisqu'on se doute bien que dans le cas, par exemple, de cette femme dont je parle, les enfants aujourd'hui ne vont plus à l'école, non pas parce qu'ils n'ont plus d'école à proximité, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens de laver leur linge et ils ont honte d'aller à l'école. Et ils refusent d'aller à l'école, ces enfants-là. Et par ailleurs, la mère n'a plus de moyens de transport non plus pour emmener les enfants plus petits à l'école primaire. Et donc, en fait, on se rend compte que ces questions d'expulsion, elles produisent des déscolarisations qui sont quasi systématiques, qui sont toujours situées au minimum aux alentours de 6 mois de déscolarisation, parce que le temps, quand on quitte une école, le temps de pouvoir se réinscrire, retrouver une stabilité, etc., ça met du temps. Il y avait une étude de trajectoire scolaire des enfants roms vivant en bidonville qui avait été publiée où on disait que 85% des enfants ont eu un accès tardif à l'éducation scolaire et ces chiffres-là, on les retrouve facilement dans d'autres typologies publiques qui subissent des expulsions, notamment les enfants de familles itinérantes et voyageuses, donc les enfants dits du voyage, où on a environ 85% des enfants qui ne vont jamais au-delà du collège. Donc pour nous, en tant qu'asso, et puis même de manière plus globale, aussi, ces expulsions, cette précarité représente un immense gâchis en termes de représentativité dans le débat public, puisqu'on perd des générations entières. Vient s'ajouter à ça les contextes particulièrement difficiles liés au Covid, etc., qui ont aussi marqué des ruptures de scolarisation. Et dans le rapport, on parle d'un autre parcours de vie qui est celui d'Alex, qui est donc un jeune enfant issu d'une famille roumaine, qui a eu un parcours accompagné durant toute sa primaire par des dispositifs UP2A notamment, qui lui ont permis vraiment de monter en niveau, d'acquérir le langage, etc. Et donc, c'était un enfant qui était prêt à aller en 6e, donc c'est quand même un parcours assez positif, dans le sens où on part d'enfants qui vivent quand même en bidonville et qu'on arrive à emmener jusqu'en 6e dans une forme de parcours un peu normalisé, sauf qu'il y a eu une expulsion l'année dernière, il a dû retourner en Roumanie, puis revenir dans un autre bidonville à Bobigny, et il ignorait à ce moment-là dans quel collège il était affecté. C'est un enfant qui a fini par disparaître des radars. Donc, il n'a pas eu son affectation de collège, et il y a eu toute une période comme ça où il a dû être accompagné par une association qui s'appelle École en chantier, et qui intervient notamment qui est intervenu auprès des services de l'académie. Et l'académie a reçu son dossier en disant on va pas lui donner un collège, on va peut-être le mettre sur un dispositif test CIO, comme s'il venait tout juste d'arriver en France, alors que ça faisait déjà plusieurs années, que c'était un enfant qui maîtrisait le langage, etc. Et donc, avant les vacances d'hiver, l'association parvient enfin à connaître son collège d'affectation. La famille rassemble tous les papiers et le jour de la rentrée, en janvier, vient normalement la famille avec ses papiers, sauf que la famille n'est pas là. Et elle n'est pas là parce qu'elle subit à nouveau une nouvelle expulsion. Et donc, la famille va ensuite enchaîner des périodes en hôtels sociaux dans d'autres villes, jusqu'à repartir en Roumanie pour des problèmes liés à la santé, parce que ça aussi, on le voit que cette question de l'accès aux soins, de l'impossibilité d'accéder aux soins, vient alimenter ces questions de déscolarisation. La famille a dû retourner en Roumanie pour se soigner, puis est revenue dans un bidonville à Champigny. Bref, il y a eu tout un parcours comme ça et qui a fait qu'Alex a pu se scolariser seulement le 20 juin, donc à la fin de l'année scolaire, évidemment. Il se scolarise le 20 juin. 6 jours plus tard, les parents apprennent à nouveau que le bidonville va être expulsé. Et donc, là, on a appris au tout début du mois qu'ils sont à nouveau expulsés et que Alex et sa famille vivent aujourd'hui sous un pont, donc sans logement.
et Alex ne va plus à l'école. Donc, on voit que ces parcours de vie chaotiques affectent durablement les questions de scolarisation. Et il y a des âges où, quand on loupe 6 mois, 1 an, 2 ans d'école, à un moment donné, c'est irrattrapable. Alors, à cela, nous, on remarque quand même qu'il y a plusieurs pistes de travail qui ont été élaborées, à la fois par les pouvoirs publics, recommandées par les associations, testées sur le terrain. C'est notamment le cas de la médiation. On a vu que la direction délégation interministérielle au logement avait créé en 2022, si je ne dis pas de bêtises, 2020, 2020, voilà, 30 postes de médiateurs qui sont affectés voilà, aux enfants qui vivent en bidonville, squat ou hôtels sociaux. Alors, c'est très positif en termes de retour parce qu'on a des médiateurs qui accompagnent les enfants tout au long de leur parcours et notamment à la suite d'expulsions pour la rescolarisation. Mais ces dispositifs qui sont encore largement insuffisants puisque il y a plein de publics qui n'en bénéficient pas. Je reparle encore des enfants du voyage, mais parce que c'est des sujets que je connais bien. Aujourd'hui, les enfants du voyage ne bénéficient que très rarement de médiateurs scolaires et évidemment, on est plutôt pour encourager à développer ces dispositifs et à continuer ce dispositif. Et puis, on va parler d'un dernier dispositif qui est celui de la trêve scolaire. Alors, la trêve scolaire, c'est un sujet qui est encore sujet à débat, en tout cas affinement, mais des collectifs comme École pour tous, qui sont des collectifs de jeunes qui sont donc déscolarisés, prônent en tout cas cette mesure de trêve scolaire qui empêcherait les expulsions de septembre à juin, donc pendant toute la période scolaire, notamment sur les lieux de vie informels. Alors cette trêve scolaire, elle a été testée dans plusieurs dispositifs, elle a été testée sur les aires d'accueil, puisqu'aujourd'hui, une aire d'accueil des gens du voyage, normalement, est faite pour un accueil temporaire de 3 mois, mais les familles qui ont des enfants scolarisés dans la ville peuvent demander des dérogations pour obtenir 3 fois 3 mois, donc 9 mois de présence sur site afin d'assurer une scolarité complète. Alors, ce n'est pas encore bien mis en œuvre partout, mais quand même, on a ce dispositif qui fonctionne pour les aires d'accueil, donc on se dit que ça pourrait fonctionner pour d'autres. Et puis aussi, dans d'autres villes, comme à Marseille, typiquement, on a testé une forme de trêve scolaire sur des publics, notamment vivant, des publics roms, et avec des résultats très encourageants. Mais là aussi, une des clés de réussite, c'est qu'il y ait un alignement entre associations, municipalités et préfectures, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, tout ça, ça fait suite aussi aux simplifications, parce qu'il faut le rappeler, en septembre 2020, École pour tous et puis d'autres mouvements associatifs ont réussi à obtenir l'inscription dans la loi d'une simplification administrative pour inscrire les enfants à l'école. Aujourd'hui, c'est interdit de refuser l'accueil scolaire, complètement interdit. Vous saisissez une association, dans les 24 heures, on scolarise l'enfant. Voilà, on fait recours au DSDEN ou aux défenseurs des droits, et dans les 24 heures, l'enfant est scolarisé, donc les mères ne peuvent plus refuser cela. Donc ça, déjà, c'était un premier pas, vraiment, cette simplification administrative pour les familles qui peuvent venir déposer les enfants à l'école et on ne peut pas refuser les enfants. C'était déjà un premier pas très important. Et donc, ça fait partie des politiques publiques que nous, on préconise de poursuivre. Voilà. Et là, on va parler d'autres politiques publiques et je laisse la parole à Clémentine. Oui, donc un mot rapide pour parler en fait des difficultés de scolarisation des enfants à la frontière franco-britannique. C'est rapide parce que en réalité, il n'y a pas de scolarisation. Le sujet ne se pose pas pour tout ce qui va être campement et lieu de vie informel. Donc ça, c'est sur le littoral nord, c'est à Calais et Dunkerque. Pourtant, il y a des familles avec des enfants en bas âge, mais il y a aussi des mineurs non accompagnés, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ces enfants qui sont en famille, que ce soit des mineurs, des adolescents, en fait, ils ne bénéficient d'aucun dispositif de scolarisation, mais ni même d'une approche de médiation ou d'information en fait sur le fait que c'est un droit fondamental que l'école peut leur être ouverte. Donc, par ailleurs, les écoles ne sont absolument pas adaptées pour accueillir les enfants. Et il n'y a plus du tout, il y a eu certaines initiatives dans le passé, que ce soit à Calais ou que ce soit à Grande-Synthe, pour essayer de proposer cet aller vers. Donc les enfants et les familles étaient plutôt favorables, mais ces dispositifs ont été déjà de très très courte durée et en plus de ça, voilà, n'ont pas perduré. Et aujourd'hui, la question ne se pose même pas. Par les pouvoirs publics. Nous, associations, on peut en parler, mais la question ne se pose pas. Mais de façon générale, en fait, les personnes sont de toute façon éloignées de tout dispositif de droit commun. Quand ces personnes
sont mises à l'abri, donc quand les enfants en famille, par exemple, sont mis à l'abri dans les hébergements dédiés, qui sont des centres d'accueil et d'examen des situations, les CAES, il n'y a pas non plus de médiation scolaire pour les enfants hébergés, malgré des luttes de parents qui ont essayé de scolariser leurs enfants, qui ont essayé d'aller à la mairie scolariser leurs enfants. Mais en fait, il n'y a aucun dispositif qui n'a abouti à ce que les enfants intègrent des classes dans les villes dans lesquelles se trouvent les hébergements. Du coup, par ailleurs, pour les mineurs non accompagnés, eux, ils ne pourront bénéficier en fait, d'une scolarisation seulement s'ils adhèrent à un dispositif de protection de l'enfance. Mais du coup, il faut encore qu'ils soient informés de cette protection de l'enfance et qu'il leur soit permis d'y accéder. Donc pour l'instant, les dispositifs aujourd'hui sont saturés et les enfants n'ont pas accès à cette protection de l'enfance et il faudrait encore attendre qu'ils soient reconnus enfants, reconnus mineurs pour pouvoir accéder à une scolarisation en tant que telle. Et pourtant, peut-être juste pour conclure, c'est que l'école, c'est quelque chose qui revient souvent dans ce que nous disent les enfants, que ce soit les adolescents, que ce soit les enfants en bas âge. En fait, tous ces enfants disent aux associations, parlent de l'école comme étant un véritable souhait. Et donc, ça pourrait être presque une piste pour les départements, notamment, qui sont chargés de la protection de l'enfance, de se dire que c'est aussi une vraie approche en fait, de l'école pour proposer aux enfants d'avoir des lieux de répit aussi par rapport à des conditions de vie précaires, mais aussi des lieux d'apprentissage et de socialisation qui sont importants. Donc après ce constat un peu défaitiste du côté des campements, peut-être Corentin, je te laisse nous parler du coup de ce que peut dire l'UNICEF au sujet de la scolarisation des enfants. Oui, merci. Là encore, je pense que c'est intéressant de revenir et compléter ce que vous disiez sur les freins à la scolarisation effective pour les enfants qui vivent en habitat informel pour mieux appréhender aussi les conséquences des expulsions, des évacuations et nos recommandations. D'abord, il y a une absence, tu l'as dit en partie sur la question de la situation d'Alex, de repérage et d'identification. Et ça, c'est aussi compromis par les expulsions régulières. Le Code de l'éducation prévoit le fait que le maire dresse annuellement la liste de tous les enfants résidant sur sa commune et soumis à l'obligation scolaire, la met à jour tous les mois, la fait connaître sans délai au directeur académique des services de l'éducation nationale, donc le DAZEN, et surtout ceux qui sont soumis à l'obligation mais qui ne sont pas inscrits. Cette disposition, elle n'est pas très peu appliquée. Et donc, il y a une vraie responsabilité aussi des municipalités dans ce recensement. C'est pourquoi on a porté depuis longtemps la nécessité de créer un observatoire de la non-scolarisation, donc pour identifier, rassembler, coordonner l'action de l'ensemble des acteurs autour de cette question, tant pour permettre un recensement et de dresser un dénombrement précis de l'ensemble des situations des mineurs qui sont éloignés de l'école, ceux qui vivent en lieu de vie informel, mais pas seulement, il y a aussi plein d'autres situations, et pouvoir apporter des solutions plus adaptées, une continuité, une inscription avec un identifiant national, éducation, etc. Donc ça a été annoncé par le gouvernement dans le cadre du pacte des solidarités dernièrement, et puis rappelé là dans le cadre du comité interministériel de l'enfance la semaine dernière. On sera vigilant sur sa mise en œuvre et sa déclinaison locale, parce que les autorités locales ont aussi un rôle à jouer. Les difficultés d'inscription, elles sont encore réelles, malgré les avancées obtenues dernièrement sur la liste des pièces justificatives. On a aussi dans la loi École de la confiance là une possibilité pour le DAZEN, donc le directeur académique des services d'éducation nationale, de procéder directement à l'inscription quand le maire le refuse. Malgré ça, on constate encore des pratiques illégales qui subsistent au sein des municipalités, et c'est parfois on procède parfois à l'inscription, mais en fait, la municipalité choisit d'affecter l'enfant dans un établissement éloigné de son lieu de vie, ce qui peut rendre difficile la scolarisation. Il faut vraiment encore lutter contre les pratiques abusives, les demandes abusives de pièces justificatives et l'application du décret de juin 2020. Et puis, autour de la scolarisation, tu l'as mentionné un peu en filigrane, il y a les enjeux aussi matériels, puisque il y a d'abord des conditions de vie qui sont peu adaptées à une scolarisation normale, qui empêchent une projection dans l'avenir des familles, les conditions d'hygiène, d'habitat précaire, sanitaire, les vêtements, font que, pareil, la promiscuité n'est pas propice à faire les devoirs, etc., avoir un suivi scolaire.
Et puis, il y a des coûts qui sont engendrés par l'école elle-même, les coûts de cantine, de restauration scolaire, les fournitures, le transport. Tout ça, c'est des freins aussi qui peuvent être matériels à l'accès à une bonne scolarisation. Et il y a aussi un vrai engagement à avoir des municipalités pour lever l'ensemble de ces barrières financières, de ces coûts engendrés par l'école et faire disparaître ces freins matériels. Et puis, il y a aussi des logiques de compréhension du système scolaire pour des parents qui sont parfois allophones. Et donc, il y a ces barrières linguistiques avec aussi une méconnaissance du système scolaire, des institutions, et qui est renforcée par cette barrière linguistique. Donc, il faut favoriser là l'accompagnement des familles sur leur connaissance du système scolaire pour aussi que les enfants aient aussi cette connaissance. Donc, là encore, le fait d'être menacé par une expulsion va souvent constituer en lui-même un facteur de non-scolarisation. On observe que les avis d'expulsion, même s'ils ne sont pas exécutés, découragent certaines familles d'entreprendre des démarches, de se projeter dans l'avenir. La présence des enfants en âge d'être scolarisés ou scolarisés, c'est pas toujours pris en compte dans les diagnostics. Et puis, le suivi qui est réalisé par la médiation scolaire est lui-même pas forcément effectif quand il y a cette expulsion. Donc, nous aussi, on réclame la généralisation de la médiation scolaire parce que ça permet vraiment de garantir, tant que faire se peut, une continuité de parcours. Et donc, la DIAL, donc la délégation interministérielle à l'hébergement et au logement, ça produit des résultats, hein, cette stratégie, c'est-à-dire qu'il y a 3200 enfants sur 2021-2022, selon la DIAL, qui ont été scolarisés. Ça reste pas complètement effectif pour l'ensemble des enfants. Et donc, là aussi, il y a eu un certain nombre d'annonces avec le triplement du nombre de médiateurs scolaires d'ici à 2027. Reste que on s'interroge sur le calendrier de mise en œuvre. Là, aujourd'hui, pour le budget résorption des bidonvilles pour 2024, il est similaire à 2023, c'est 8 millions d'euros, malgré les volontés autour de cette augmentation du nombre de médiateurs. Donc, potentiellement, c'est prendre du budget sur un autre volet de la résorption des bidonvilles pour pouvoir financer la médiation scolaire. Voir aussi comment le modèle mis en œuvre va être proposé aux hôtels sociaux, parce que ça a été une annonce de la Première ministre lors des annonces du Pacte des Solidarités, et puis plus largement sur les territoires et aux collectivités d'outre-mer, où là aussi, je sais que ça concerne aussi une partie du rapport, on n'a pas trop le temps de l'évoquer aujourd'hui, mais à titre les médiateurs scolaires doivent aussi être affectés vers les territoires d'outre-mer. Voilà, j'en terminerai là-dessus. Plus largement, il faut que l'accès aux services essentiels autour de l'éducation soit garanti et que on renforce les connaissances des acteurs de l'éducation eux-mêmes sur les conditions de vie de ces personnes et de ces enfants et sur la connaissance de la médiation scolaire. Merci beaucoup, Corentin. Donc, on a balayé les sujets un peu de santé concernant les enfants. On a balayé la scolarisation. Donc, je propose qu'on passe à une troisième partie de cette table ronde qui va concerner beaucoup plus les politiques publiques. Donc, n'hésitez toujours pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc, l'idée dans cette troisième partie, c'est qu'on prenne un peu de hauteur par rapport au phénomène des expulsions. Et en fait, qu'on regarde quelles politiques publiques sont associées aux lieux de vie informels et aux personnes qui vont à y vivre. Donc, de mon côté, je vais d'abord présenter le phénomène de l'encampement, comment il se traduit, notamment à travers la politique publique de lutte contre les points de fixation menés à la frontière franco-britannique. Ensuite, William vous parlera des aires d'accueil et des schémas départementaux. Et enfin, nous avons un invité, Thomas Aguilera, enseignant-chercheur à Sciences Po Rennes, qui a travaillé sur le logement informel et les politiques autour des squats et des bidonvilles, et qui pourra nous livrer une analyse critique des politiques publiques menées autour de ces lieux spécifiques. Pour ma part, je vais décrire brièvement le phénomène nouveau qui est apparu dans les années 1990, donc il est plus si nouveau que ça. Donc des camps ou des campements de réfugiés ou de personnes en quête de refuge ces campements sont de plus en plus nombreux, de plus en plus vastes aussi, et surtout ce phénomène dure. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'encampement. Ce phénomène, il a été particulièrement étudié et documenté par le sociologue Michel Agier, qui a en fait transposé le terme anglais encampment pour créer un terme français, donc l'encampement, qui reflète mieux la réalité de ce qui se joue sur les lieux de vie, que ce soit dans le monde de manière générale, mais aussi en Europe et donc aussi en France.
Face à ces campements et à ce phénomène, à la frontière franco-britannique, pour les personnes en exil, il y a une véritable politique dite de lutte contre les points de fixation autour de ces campements. Cette politique qui est appelée comme ça par les pouvoirs publics, elle est mise en place depuis 2016, depuis la destruction du bidonville. Le phénomène des expulsions, il existait déjà auparavant. Mais là, en fait, à partir de 2016, on a assisté à une véritable industrialisation de ces opérations à Calais, Dunkerque, mais aussi sur l'ensemble des autres lieux de vie informels qui sont voués en fait à des destructions permanentes, mais donc aussi à ce que ces campements se reforment en permanence. Aucune politique publique de résorption n'existe pour les habitants de ces lieux de vie, puisque ces personnes sont considérées comme extra-européennes et non pas intra-européennes. La politique de résorption spécifiquement l'instruction interministérielle de 2018 concerne les personnes intra-européennes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun diagnostic social autour des personnes qui existent en amont d'une expulsion. Donc, l'État ne sait pas aujourd'hui qui est bloqué, par exemple, sur les campements, sur les lieux de vie informels, n'a aucune connaissance précise, concrète de qui est bloqué. Et donc, il n'y a aucun accompagnement social dédié autour de ces personnes. Donc, l'État, en particulier, s'occupe d'organiser ces opérations d'expulsion, de disperser, de filtrer les personnes, donc via des dispositifs d'hébergement qui sont, force est de constater, assez inadaptés pour répondre aux besoins des personnes, puisque les personnes ne s'en servent pas. Ce qu'on constate pour ces expulsions, c'est qu'il s'agit d'une politique assez théâtrale. En fait, on vous a parlé un peu des NAS, du nombre de polices c'est assez documenté dans le rapport, du nombre de polices en fait, qui s'occupent de ces opérations d'expulsion. En fait, il y a toute une orchestration des expulsions pour démontrer une force publique, peut-être pour répondre aussi à un enjeu d'opinion publique, en croyant que c'est en montrant cette force publique autour de ces campements que ça répondra à une envie en fait, de l'opinion publique que ces campements soient expulsés. Pour autant, ça ne résout absolument pas la question de ces lieux de vie informels et de la précarité des personnes qui sont habitantes dessus. Or, en plus de ça, ces opérations, en fait, elles ont des réelles conséquences pour les personnes qui sont en exil, puisqu'elles les précarisent d'autant plus, et que les personnes, en fait, elles se conditionnent aussi à cet harcèlement et en fait s'habituent à ce phénomène d'expulsion. Et pour les enfants, c'est assez flagrant puisque l'État français donc n'a pas un rôle protecteur. Et il sera difficile en fait pour les enfants d'aller chercher une protection de l'enfance, par exemple, dans un environnement déjà précaire où il n'y a pas une sécurisation des conditions de vie, mais qui est aussi d'autant plus marqué par les expulsions. Donc, un enfant n'ira pas forcément chercher de la protection, notamment via la police, puisqu'en fait, la police est constamment sur les campements dans un rôle qui n'est pas celui de protection, mais qui est bien celui de destruction du campement. Donc, surtout, en fait, pour finir, pour prendre peut-être un peu de hauteur sur ce qui se passe sur le littoral, on constate que c'est une politique d'expulsion qui est menée à Calais en particulier tous les 2 jours, mais qui est un véritable laboratoire. Puisqu'en fait, les mêmes bases légales qui sont testées à la frontière sont reprises ailleurs. Et surtout face au même phénomène d'encampement et de lieux de vie informels. Par exemple, à Paris, il y a de plus en plus de campements. Et du coup, c'est une même réponse d'expulsion qui est apportée un peu sur ce modèle un peu qui a été créé autour de Calais. Du coup, pour moi, j'en ai fini. William, je te laisse la parole pour que tu puisses témoigner. Oui, bah c'est intéressant que tu mobilises la notion d'encampement de Michel Agier, parce que Michel Agier, il parle d'encampement aussi comme une manière de gérer l'indésirable dans des lieux indésirés ou indésirables. Et c'est un peu le cas des aires d'accueil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les relègue complètement des villes, et surtout, ce sont des lieux qui sont indésirés par les populations locales et donc qui sont peu ou pas assez en tout cas développé ou pas assez comment dire les maires ont des réticences, les collectivités ont des réticences encore aujourd'hui à construire ce type de lieu, ce qui fait que 33 ans après les premières lois Besson qui encadrent l'accueil obligatoire des gens du voyage dans des aires d'accueil, etc., seuls 25 départements sur les 95 départements français respectent effectivement leurs obligations. Et donc, on a une équation un peu insoluble de 300 000, grosso modo, voyageurs et de 20 000 places d'accueil, et donc des situations d'errance qui sont systémiques, en particulier dans les zones métropolitaines, donc au niveau des métropoles, en fait, dans des grandes zones urbaines, où là, on a un déficit total d'équipement d'accueil, combiné à un déficit total d'équipement d'habitat, puisque les gens du voyage aussi cherchent des solutions de logement, et qu'aujourd'hui, on ne leur propose que des solutions d'accueil temporaires dans les aires d'accueil. Donc, c'est des solutions qui durent 3 mois au maximum. Et évidemment, parler des aires d'accueil, c'est un peu bizarre dans ce rapport parce que les aires d'accueil ne sont pas des lieux de vie informels, ce sont des équipements publics.
qui sont normalisés, réglementés, etc. Sauf que leur déficit et leur inadéquation par rapport aux besoins de terrain créent de l'habitat informel, c'est-à-dire créent des lieux de vie informels, notamment à travers une pratique qui n'est pas en soi une expulsion légalement, mais qui est en fait la mise à lorsque l'occupation temporaire de stationnement sur un aire d'accueil prend fin, les personnes sont obligées de partir de l'aire d'accueil, quand bien même elles n'ont pas de solution d'accueil temporaire ou de logement proposé. Ce qui fait qu'en fait, ces solutions, ces mises à fin d'occupation temporaire créent des installations, des formes d'errance qui sont subies, hein, évidemment, par les familles, qui ne sont pas désirées, mais qui vont créer des lieux de vie informels. Et là, on a des familles, par exemple, dans certaines métropoles. Tout à l'heure, je parlais de la métropole de Nantes, qui est assez typique sur cette question-là, où on a vraiment un déficit et on a des familles qui sont en forme d'errance chronique et qui enchaînent parking arrière d'usine, expulsion, elles se mettent sur un autre parking, expulsion, et tous les 15 jours, elles se font expulser. Et évidemment, vous doutez bien qu'en termes de stabilité matérielle, même financière, sociale, santé, etc., tout ça, ça a un impact énorme. Et donc, cette question de l'errance des aires d'accueil, tout à l'heure, quand je disais que ce sujet de l'accueil des gens du voyage était souvent perçu sous un seul et unique angle de les gens du voyage voyagent et donc il faut les accueillir. Non, les gens du voyage habitent les territoires et personne ne le conçoit malheureusement. Et donc, les gens du voyage ont besoin aussi d'avoir des lieux où habiter. Et aujourd'hui, on ne leur propose que des lieux où s'installer temporairement et très peu de lieux où habiter qui sont à chaque fois des dispositifs en plus spécifiques, type terrains familiaux ou habitat social adapté, mais qui sont très peu aussi mis en œuvre pour la même raison que les aires d'accueil, c'est qu'ils sont indésirés, ces lieux-là, par les collectivités. Et en plus, il y a tout un tas de difficultés financières et réglementaires. Tout à l'heure, on parlait de 8 millions de budget pour l'adoption des bidonvilles. La construction des aires d'accueil, c'est 2 millions cette année. Voilà. On est au ras des pâquerettes et on n'a clairement pas du tout les budgets pour développer l'habitat des voyageurs ou l'accueil. Donc forcément, on a des formes d'errance institutionnalisée, hein, et auxquelles en fait les pouvoirs publics répliquent par de l'expulsion. C'est-à-dire qu'on ne fait que renforcer les amendes, les mesures répressives, et en plus on a un traitement médiatique qui est extrêmement caricatural, où les gens du voyage sont toujours présentés comme des envahisseurs, etc., et absolument pas comme des victimes de mal logement. Or, aujourd'hui, les gens du voyage sont victimes de mal logement dans leur très grande majorité, et ça se conjugue en plus, puisque les personnes qui vivent en habitat privé, qui ont leur propre terrain, n'ont pas le droit, avec leur caravane, de stationner plus de 3 mois dans leur propre terrain. Et donc, l'immense majorité des gens du voyage sont en situation d'installation illicite, même chez eux. Donc voilà, il n'y a pas de perspective en fait, de logement pour l'immense majorité des gens du voyage aujourd'hui en France. Et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui a sa place, je trouve, dans le rapport des expulsions. On a eu encore cette année des expulsions assez impressionnantes de familles qui sont installées sur des terrains depuis plus de 30 ans, qui avaient été à l'époque autorisées de stationner par le maire, qui avaient mis par exemple l'électricité, l'eau, etc., et qui, au gré d'un changement de majorité municipale, se retrouvent soudainement devenus ennemis publics d'une maire un peu voilà, qui a envie de montrer ses muscles et qui va expulser les familles de manière vraiment extrêmement rapide. À Nemours, dans le 77, en Seine-et-Marne, on a eu une maire qui a pris position suite à un incendie accidentel, évidemment, qui a décidé qu'elle allait utiliser cet incendie pour expulser les familles. En septembre, elle prend la décision publique qu'elle va expulser. En octobre, ils sont expulsés. 150 personnes qui vivent là depuis 30 ans. Donc, c'est dire aussi à quel point on est rapide pour expulser et pas du tout rapide pour trouver des solutions. Sans transition. Oui. Mais c'est plutôt du coup, ça va être à Thomas Aguilera de nous présenter un peu cette analyse critique comparative aussi, je pense, des politiques publiques. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci pour la présentation de ce rapport qui est important, qui fait suite à la présentation d'un rapport. Il me semble important qu'il y a un intérêt déjà politique et d'interpellation dans l'espace public, vos propos l'illustrent parfaitement, aussi un intérêt scientifique. Nous, les chercheurs qui travaillent sur ce sujet, il y a une production de données qui est assez inédite et qui vient aussi en complément de la production de données par certaines administrations de l'État, notamment la DIAL, sur d'autres types de politiques publiques, notamment plus sur les résorptions. Donc là, c'est aussi un complément et des données qui sont assez fines, avec une distinction des types de logements, de la cartographie, des analyses qualitatives, quantitatives. Donc c'est vraiment une source importante pour les associations, donc pour les acteurs de l'État et pour les chercheurs.
Et c'est très important. Et puis aussi, le fait de le présenter et donc d'aller lire le rapport en détail, c'est des présentations d'expérience. Il y a aussi un intérêt, et on va dire une interpellation émotionnelle, parce qu'on peut mettre au défi n'importe qui d'entendre, d'écouter vos retours d'expérience sur les familles sans être un peu saisi, scandalisé, mais aussi saisi émotionnellement par ce qui se passe. Donc, c'est aussi très important de montrer des chiffres, mais aussi de donner à voir pour rendre sensible sur ces expériences d'expulsion qu'il faut montrer par diverses facettes, par diverses images, divers propos, pour vraiment faire comprendre ces mécanismes et les effets que ça produit. Donc, en vous écoutant aussi, en relisant le rapport, il y a quand même un maître mot qui apparaît, c'est l'instabilité. Bon, on peut parler aussi de la production d'indésirabilité, comme vous l'avez évoqué, mais en fait, c'est cette instabilité qui est à la fois produite par l'action publique, qui a plusieurs visages, et en même temps, après laquelle l'État, les acteurs publics courent aussi. Donc, une espèce de cercle vicieux et qui fait que finalement, des politiques publiques produisent souvent, alors après, on peut les distinguer, des effets autant intégrateurs qu'excluants. Donc, c'est toujours ces deux facettes. Alors, ce rapport arrive dans une actualité de l'État aussi à double visage. C'est une actualité, des actualités, mais qui dure depuis des années, voire près d'un siècle, voire plus, en France, mais aussi dans plein de pays en Europe, voire ailleurs, des évacuations routinières pour divers motifs. Donc là, dans le rapport, on voit, c'est très bien documenté, avec des limites bien sûr de tout type de méthode, mais divers motifs d'évacuation qui sont routinières, vous l'avez rappelé. En même temps, un travail législatif au niveau de l'État, des gouvernements qui se succèdent, qui progressivement criminalisent en fait de plus en plus même l'action même la pratique même du squat avec différentes procédures plus récemment pour accélérer les procédures d'expulsion de squat, des lois dites anti-squat récentes qui renforcent l'arsenal, on va dire, pénal des procédures d'expulsion. Bon, et puis d'un autre côté, vous l'avez mentionné, il y a un bout d'État, donc la DIAL, la délégation interministérielle, qui tente en fait depuis une dizaine d'années de produire des connaissances, de créer un espace de réflexion avec des chercheurs, des associations, des morceaux d'administration, quelques budgets pour essayer en fait de donner à voir, de faire même exister les bidonvilles par exemple, dont on ne parlait plus en fait à la fin du XXe siècle en France. On parlait de campements illicites, pour essayer aussi de mettre en lien les différents types de logements dits informels, les squats. Donc là, ici aujourd'hui on mélange en fait plusieurs types de logements dits informels qui sont produits informalisés, on va dire, par les politiques publiques, par des pratiques de gens qui cherchent à survivre tout simplement, mais en même temps des mécanismes qui se recoupent, notamment l'expulsion qui permet de parler de même mécanisme, qui est le simple fait de forcer des gens à partir de leur domicile, que ce soit une tente, une cabane, un bout de parking, en muret ou un bâtiment en dur. Donc en fait, voilà différentes facettes de l'action publique. Donc quand on parle d'action publique, nous en tant que chercheurs, on aime bien distinguer de quoi on parle. Et il y a plusieurs secteurs de politique publique, le logement, le social, il peut y avoir l'enfance, la jeunesse, même si en France ça n'existe pas trop, l'environnement éventuellement, même si aussi c'est plutôt transversal. Et donc en fait, on voit que, et puis ça c'est intéressant, on va en parler dans la comparaison, dans certains pays, il y a des politiques des bidonvilles, par exemple, qui existent, ou des politiques des squats, ce qui n'est pas complètement le cas en France, ou qui est en train de se monter. Et donc, du coup, ça ne produit pas les mêmes effets. Alors, là, de tout ce qu'on a dit, donc le rapport focalise sur l'enjeu des enfants cette année, mais en fait, derrière les filigranes, on le voit bien, cette question de la stabilité ou de l'instabilité du logement, qui est en fait au cœur de façon générale des enjeux de pauvreté, d'inégalité. C'est l'un des nœuds majeurs, voire le nœud des crises actuelles. Et on voit bien en fait la question du logement et du domicile de façon plus large, de ce qu'on peut appeler le domicile, détermine beaucoup le quotidien des personnes dont on parle et leur futur. Et donc, en fait, aussi, ce qu'on voit dans le propos et dans le rapport, très bien documenté, les rapports précédents, c'est l'enjeu, en fait, au-delà des violences physiques que vous avez évoquées et matérielles, et destruction de biens, c'est aussi les enjeux de l'attente, de la menace, aussi pour reprendre des travaux de collègues de Michel Agier et autres, produisant, en fait, des situations d'incertitude complète, mais aussi des espaces
qui sont en fait ni dedans, ni dehors, ni acceptés, ni exclus, et qui produisent en fait, des effets très forts en termes de santé mentale. Donc, vous avez évoqué tous les aspects, il me semble, que l'on peut envisager, et qui produisent en fait dans le quotidien simplement de la survie. Avec des gens qui sont en train qui sont obligés en réalité de se cacher, de courir, donc, et de trouver des ressources pour survivre. Donc, un point a été évoqué, la question des parkings avait émergé lorsqu'il y a eu des politiques dites de résorption qui ont été mises en place, avec des diagnostics, donc des choses intéressantes étaient mises en place, et en même temps, de notre côté, la pérennisation de procédures d'évacuation parallèles de ces politiques de résorption contribue à disperser, à fragmenter des communautés, des groupes et de personnes qui allaient se cacher en réalité, qui ont disparu des radars, notamment de la DIAL il y a quelques années, et encore aujourd'hui des ONG qui font un travail remarquable en fait, de remonter l'information, en plus de leur travail d'éviter que les gens meurent. Et bien, en fait, aussi, ça produit cet effet de disparition et de dispersion qui produit des zones d'incertitude très, très fortes. Bon, et donc, ça, c'est sur le cas français, mais en fait, on le retrouve un petit peu partout, dans tous les pays qui sont confrontés, et donc tous à des enjeux d'informalisation, de précarisation de situation de logement pour les personnes les plus vulnérables. Et on retrouve systématiquement, à un moment donné de l'histoire de ces pays, des villes, à des échelles très différentes, des politiques en fait d'évacuation ou d'expulsion, si on peut prendre un terme numérique, avec les divers mécanismes que vous avez présentés dans le rapport. Ces expulsions ne s'accompagnent que très rarement de solutions de relogement. Donc vous dites 85%, mais on peut imaginer éventuellement plus d'expulsions qui ne sont pas accompagnées d'aucune proposition de relogement. Et quand bien même il y en a, c'est souvent temporaire, donc les chiffres sont très détaillés dans le rapport. Et puis en parallèle, on voit aussi des politiques de résorption qui sont là aussi quasiment systématiquement toujours mis en place comme pendant de ces expulsions, mais ces politiques sont toujours sélectives et souvent très peu dotées en budget, en ressources humaines. Et donc en réalité, ces politiques peuvent produire de l'intégration, notamment par le logement ou le travail social, mais en même temps, la consommation sélective, elle filtre et elles expulsent et elles dispersent systématiquement. Donc ça, c'est aussi systématiquement les politiques publiques intègrent et évincent de façon inhérente, parce qu'elles mettent en place des seuils en fait, d'entrée ou de sortie dans des dispositifs, et ça c'est le cas dans toutes ces politiques publiques. Et puis la troisième facette des politiques publiques au sens large, c'est ce qu'on peut appeler l'inaction, c'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, que ce soit l'État ou des collectivités locales ou certains considèrent aussi les institutions européennes, des mécanismes sur lesquels des acteurs poussent pour qu'il se passe des choses, c'est l'exemple aujourd'hui, et avec des rapports scientifiques qui démontrent des effets néfastes de tel ou tel mécanisme, ou de telle ou telle forme d'inaction, et pourtant les acteurs publics souvent se rejettent en fait la responsabilité d'une intervention sur un espace en particulier, comme c'est le cas dans le nord de la France, ou sur un domaine en particulier, l'école, la santé, et donc comme ça des problèmes qui circulent sans qu'aucun acteur ne s'en saisisse, de façon intentionnelle ou pas, et ça produit en fait de façon systémique de l'inaction qui produit ce que Michel Agier et d'autres appellent de l'indésirabilité, puisqu'en réalité c'est l'indésirabilité vient en effet de la combinaison de ce mécanisme plutôt qu'une cause. En tout cas, je pense qu'on peut aussi le voir comme ça. Les politiques publiques combinées de cette façon-là produisent en fait des mécanismes de refoulement. Alors après, pour essayer de comprendre ça, on peut dire c'est de l'ambiguïté, de l'incohérence, pour vraiment prononcer ce terme. Ça peut être aussi vu comme étant très stratégique, on peut dire les acteurs expulsent systématiquement à de telles fins. On peut dire aussi que c'est des espaces de défaillance de l'État. On peut aussi le considérer comme ça. Probablement, toutes ces raisons se combinent. Après, on peut aussi regarder la façon dont les problèmes sont attrapés. Donc, par exemple, en France, sur la question des bidonvilles, des squats, jusqu'à très récemment, les années 2010, il n'y avait pas de véritable politique publique institutionnalisée avec des budgets. Le terme lui-même a apparu très progressivement, parce qu'on parlait des ONG et des chercheurs, avec des recensements, de la cartographie, tout ça, c'est des instruments qui permettent de saisir l'enjeu et de mettre en place des politiques publiques qui vont au-delà du bricolage ou en fait parfois de politiques qui apparaissent comme étant contradictoires. Mais en fait, si on regarde bien, elles ne le sont pas complètement. C'est chaque acteur, chaque service, ou chaque ministère dans l'État, ou chaque acteur
en fait, défend ses intérêts, parfois ses visions, et donc ça produit une impression chaotique, mais en réalité, on peut l'expliquer. Et puis, le fait que dans certains cas, il y ait du bricolage, parfois des expérimentations qui souvent viennent des collectivités locales, comme ça a été le cas en France depuis les années 2005, 2010, puis ensuite, on va dire, approprié par l'État, ça produit des effets. Si on compare, par exemple, la situation en France dans les années 2010-2020 à ce qui s'est passé en Espagne, moi j'ai fait de Madrid, ces bricolages ont produit en fait des refoulements très répétés, dont les situations dont on parle aujourd'hui. Si on regarde ce qui s'est passé en Espagne, par exemple à Madrid, depuis de très nombreuses années, il y a une institution spécifiquement en charge de résorber les bidonvilles, d'évacuer les gens, d'en reloger une partie dans du logement qui est racheté dans le parc privé. Donc là, ça produit des effets d'intégration un peu plus massifs que ce qu'on voit en France. Et en même temps, autre effet collatéral, entre guillemets, c'est que ça produit un fit très fort et ça repousse les populations très très loin aussi, celles qui ne sont pas intégrées. Celles qui sont intégrées le sont, celles qui ne sont pas intégrées sont repoussées encore plus. Donc aussi, on peut essayer de regarder ce qui se passe dans les autres pays, en termes de, vous allez y revenir, mais en termes de conseils, de réflexion. C'est-à-dire que là aussi en France, on a été assez timide pour des raisons de sécurité juridique, mais aussi de conception du problème, sur les interventions, on va dire, in situ, ce que la Fondation Abbé Pierre avait appelé la résorption douce il y a quelques années, le fait de pouvoir intervenir sur des terrains sans les expulser immédiatement, permettait de résoudre cet enjeu d'instabilité. Dans beaucoup de pays du Sud, des Suds, en fait, ce type d'intervention a été davantage mis en place et a permis en fait progressivement d'aller vers de l'intégration. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais en tout cas de regarder ce qui s'est passé ailleurs. Et donc là aussi, ce qui s'est passé sur les politiques des squats, sur les conventions d'occupation précaire, on voit que les acteurs aujourd'hui tentent d'inventer de nouvelles formes d'intervention, de recycler des dispositifs venant d'autres types d'actions publiques. Et puis, on en a parlé, il y a cette délégation interministérielle, la DIAL, qui là aussi tente de mettre en place des choses, mais qui en fait ne sont pas si interministérielles que ça, parce qu'il y a d'autres ministères qui continuent en fait à mettre en place des évacuations répétées par ailleurs. Donc voilà. Merci beaucoup Thomas pour ces apports et cette analyse critique. On va rapidement passer à la partie de la table ronde qui traite de notre bilan et des recommandations qu'on a établies au sein de l'Observatoire des expulsions dans le rapport cette année, mais aussi à la présentation d'un outil, une charte. Et du coup, je passe la parole à Oran. Oui, peut-être pour commencer, je vais citer un article qu'on connaît tous bien quand on a travaillé un peu sur les expulsions. C'est l'article, bien sûr, de la Convention internationale des droits de l'enfant qui rejoint ce qu'on porte dans ce rapport, qui dit que toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, dans toutes ces décisions, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Donc, du coup, voilà, sur la base des différents constats qu'on a fait dans le rapport, on a essayé de tirer quelques recommandations un petit peu spécifiques qui, on l'espère, en fait, pourraient peut-être permettre une meilleure protection de cet intérêt supérieur de l'enfant, des enfants qui vivent dans des lieux de vie informels et qui sont confrontés, qui sont premières victimes des expulsions. Alors, ces recommandations, elles sont un petit peu organisées en 3 temps, mais surtout, ce qu'on dit dans un premier temps, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre le moment de l'expulsion pour prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et que, bien au contraire, il faut que dès l'installation sur les lieux de vie, il faut notamment qu'il y ait des diagnostics sociaux qui soient réalisés. Alors, il y en a assez peu, on le voit en réalité, mais qui prennent en compte spécifiquement, qu'il y a un encadrement spécifique sur qu'est-ce qui doit être mis en place pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant, pour préserver au maximum la stabilité et la sécurité de l'environnement de l'enfant. Un autre point dont on a pu discuter aussi et dont on appuie les recommandations spécifiquement pour ce qui concerne la santé, l'accès à l'éducation aussi des enfants, c'est la question de garantir bien sûr l'accès aux besoins essentiels sur les lieux de vie, l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité. On a encore des exemples d'enfants du fait des expulsions, par exemple, qui vont vivre dans des conditions encore plus précaires parce que sans accès à l'eau, sans accès à l'électricité. Or, les enfants, notamment en bas âge, sont dans une période de grande vulnérabilité, peuvent contracter des pathologies du fait de conditions de vie insalubres.
On a aussi des recommandations sur les enjeux d'identification de la présence de mineurs sur des lieux de vie informels et du coup de mise en place d'actions de dispositifs en conséquence. Alors notamment pour le cas des mineurs non accompagnés, on préconise la mise en place de maraudes qui permettent d'informer et d'orienter les mineurs non accompagnés vers les services de l'aide sociale à l'enfance lorsqu'ils sont présents sur des lieux de vie informels. Et puis ces enjeux de repérage et d'orientation, bien sûr, ils rejoignent aussi la question de la santé. Et donc c'est là où on recommande bien sûr de renforcer les dispositifs, les structures de droit commun qui vont vers les populations en lieu de vie informel pour les repérer, les orienter, leur permettre un accès aussi à une information, notamment quand il y a une présence de femmes enceintes et d'enfants, parce qu'on a vu que c'est un enjeu assez important. Et ces structures, il faut qu'elles aient des moyens suffisants, parce que souvent, ce n'est pas le cas aussi. Il faut qu'elles puissent avoir les moyens d'intervenir de manière pluridisciplinaire, parce que les besoins en santé, ils sont multiples. Il faut aussi qu'elles puissent intervenir régulièrement sur les lieux de vie. Donc il faut garantir à ces dispositifs des moyens adaptés face à l'ampleur des besoins. Puis on a aussi beaucoup discuté d'accès à l'éducation. Et donc, on a des recommandations, bien sûr, pour continuer à faciliter l'inscription des enfants et puis donc bien sûr renforcer, maintenir les dispositifs de médiation scolaire qui font leurs preuves depuis quelques années. Et puis du coup, on sait aussi que les expulsions, elles conduisent à des ruptures. Alors on recommande effectivement, on rejoint la recommandation sur la trêve scolaire appliquée au lieu de vie informel pour permettre une continuité de la scolarité durant l'année scolaire pour les enfants qui vivent en squat et en bidonville. Alors ensuite, il y a bien sûr quand vient le moment de l'expulsion. Alors on est en tant que partenaire de l'Observatoire, on estime que vraiment il ne faudrait pas qu'il y ait d'expulsion sans diagnostic social préliminaire, sans proposition de relogement adapté et pérenne pour les personnes, sans accompagnement social global. Mais lorsqu'il y a une expulsion, on a quand même identifié quelques recommandations spécifiques sur le moment. Encore en lien avec ce qu'on a pu observer sur la situation dans le Calaisis, dans le Dunkerquois, il est essentiel de garantir une information des mineurs non accompagnés au moment de l'expulsion sur les formes de protection dont ils peuvent bénéficier. Et donc, il faut mettre en place des protocoles clairs d'identification et d'orientation et de prise en charge en coordination avec l'aide sociale à l'enfance, parce qu'à l'heure actuelle, ces protocoles n'existent pas ou alors n'existent pas, tout simplement. Voilà. Et puis enfin, il y a le moment de l'expulsion, c'est aussi une question, un enjeu, c'est souvent synonyme de pratiques violentes, avec on voit un déploiement de dispositifs policiers, de la destruction de biens, et donc ces violences, vraiment au moment de l'expulsion, elles doivent cesser. Les enfants ne devraient pas avoir à y assister, ne devraient pas en être victimes non plus, ne devraient pas avoir leurs affaires détruites. Puis, bien sûr, suite à l'expulsion, il faut qu'il puisse y avoir une garantie de solution de logement ou à défaut d'hébergement qui soit digne, pérenne, qui se fasse dans des conditions sécurisantes pour les enfants, qui puisse avoir un accès à un environnement sûr, bienveillant, qui soit propice à leur développement et à leur bien-être. Il faut à tout prix essayer d'éviter les périodes d'errance où les personnes retournent à la rue. Et enfin, ces prises en charge, elles doivent aussi respecter les principes de présomption de minorité quand on est en présence de mineurs non accompagnés, qui doivent se faire donc vers un accès à des solutions qui soient vers des dispositifs compétents et adaptés à la prise en charge des mineurs. Alors, ces conclusions, elles rejoignent en fait un travail qu'on a refait elles rejoignent en fait des normes et des principes qui sont rappelés dans une charte qui s'appelle la Charte des droits fondamentaux des habitants de lieux de vie informels. Cette charte, elle n'est pas nouvelle, elle est issue d'une initiative interassociative qui a été faite en 2014 sur la base d'un constat que je trouvais marrant de rappeler, enfin, je ne suis pas sûre que ce soit marrant, mais un constat que s'agirait de rappeler, c'était que les procédures d'expulsion en 2014 ont constaté qu'elles se faisaient souvent au mépris des droits fondamentaux des personnes. À l'époque, elle avait été soutenue par un grand nombre d'organisations. On est là aujourd'hui pour parler 10 ans plus tard de la sortie d'un 5e rapport de l'Observatoire des expulsions. Et il semble que les constats soient toujours partagés. Donc, on a travaillé à une réactualisation de cette charte, de cet outil.
L'idée de cette charte, c'est vraiment de prendre appui sur la loi française, sur les textes internationaux et européens, sur la Convention européenne des droits de l'homme, sur les différents textes de protocole, pardon, j'ai oublié, différents textes de protection des droits fondamentaux des personnes, pour rappeler ces droits fondamentaux, parce que c'est pas parce que les personnes vivent dans des lieux de vie informels, dans les lieux sur lesquels on dit qu'elles n'ont pas de titre d'occupation, qu'elles ne sont pas titulaires de droits et que les pouvoirs publics et toute autre personne n'ont pas non plus des obligations à leur égard. Donc cette charte, elle est organisée en 3 grands temps. Quelle protection des droits, quel droit des personnes dès l'installation sur un lieu de vie, quel droit des personnes pendant les procédures, pendant l'expulsion, et comment on protège les droits des personnes face aux effets aussi des expulsions. Pour pas revenir trop sur ce qu'on a déjà dit, hein, on a par exemple des dispositions de la charte qui s'appuient donc sur des textes internationaux ou dans la législation française sur par exemple le fait d'interdiction des menaces d'expulsion, le droit des personnes aussi à ce que leurs biens soient préservés dans le cas des expulsions, ou encore le droit aussi, hein, quelque chose qu'on constate beaucoup et qu'il y a beaucoup d'atteintes à ce droit-là, qui est le droit à ce que la situation des personnes soit examinée par un juge. Donc, c'est vraiment un outil qui devrait servir à informer les personnes concernées, mais les différents acteurs publics aussi, sur tous les droits liés à l'habitat en lieu de vie informel. Et voilà, et cette charte, elle va pouvoir être diffusée, traduite, et on l'espère servir aux différents acteurs concernés. Merci beaucoup, Aurane. On va peut-être passer aux questions. Alors, on reçoit des questions sur le chat depuis tout à l'heure, donc on ne va pas pouvoir toutes les traiter, malheureusement. Mais on a quand même réservé une question par intervenant. Voilà, donc on a une quinzaine de minutes devant nous pour les traiter. Alors, je vais peut-être répondre à la question qui m'a adressée en premier, comme ça sera fait. On me demande, en ce qui concerne les voyageurs et voyageuses, dites gens du voyage, que pensez-vous de développer l'usage de la terminologie errance forcée pour parler de ce qu'elles vivent, faute de schémas d'accueil départementaux adaptés, afin de souligner que leur errance n'est plus un choix culturel, mais une contrainte systémique. Alors ça, c'est une vaste question, parce que on accole aux gens du voyage tout un tas de stéréotypes et de clichés qui sont très anciens, et notamment cette question de l'errance. Au 19e siècle, on parlait de bande errante, de danger des campagnes, etc. Et donc, on a toujours appréhendé les gens du voyage par un aspect culturel, et on continue à le faire aujourd'hui, de telle sorte que on a toujours cette appellation de gens du voyage. On a encore des appellations de gens du voyage, même sédentaires, ce qui n'a pas trop de sens, mais on continue à utiliser ce type d'appellation en France. Donc, on a vraiment une approche culturelle et ethnique en France et qui a du mal à se détacher de ces stéréotypes, notamment liés à l'errance. Mais effectivement, depuis toujours, il y a eu des formes d'errance subies par les collectifs de voyageurs. En 1912, quand on a créé le statut de nomade, on avait un carnet anthropométrique qu'il fallait faire tamponner à l'entrée des villes et qui nous donnait une autorisation de rester 2 jours par ville et ensuite de repartir. Donc, il y avait une forme d'errance contrainte déjà en 1912 et qui a perduré et qui continue de perdurer aujourd'hui dans un système qui est standardisé d'aires d'accueil en trop petit nombre où on est obligé de partir tous les 3 mois et d'enchaîner des lieux comme ça. Voilà. Sauf les personnes qui, évidemment, ont un peu plus les moyens, peuvent accéder à l'habitat privé. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des règles discriminatoires aujourd'hui en termes d'accès au logement, puisque la caravane n'est pas reconnue comme un logement. Il y a des instabilités dans le logement, même privé, même dans son propre terrain, puisque le droit de l'urbanisme n'a pas du tout intégré la caravane comme un mode de logement et continue à la rejeter dans tous les zonages des villes quasiment. Donc, on a effectivement une forme d'errance institutionnalisée. C'est pour ça que j'en parle, parce que il faut aussi casser cette image du voyageur qui erre, du voyageur qui envahit, et il faut plutôt présenter l'image réelle, celle qu'on constate sur le terrain, du voyageur qui habite. Le voyageur a toujours été un habitant. Voilà. Il a simplement un mode d'habitat différent, il a une pratique de l'habitat différent, mais il a toujours habité les villes. Quand vous demandez à un voyageur d'où il vient, il vous dira toujours le nom d'un patelin. Ça peut être paumé dans la Beauce, paumé en Bretagne ou paumé en Alsace, ou très intégré dans des grands espaces urbains, mais il aura toujours un point de chute. Voilà.
Donc ça, c'est important, je pense, de travailler cette question des représentations et des stéréotypes qui, aujourd'hui, se traduisent négativement dans les politiques publiques, et notamment les politiques publiques liées à la répression de cette forme d'errance institutionnalisée. Alors d'autres questions pour Clémentine. Alors, est-ce que les mêmes bases légales sont utilisées à Paris et au littoral nord pour les expulsions? Donc, c'est peut-être l'occasion pour toi de parler aussi de l'utilisation des fondements légaux utilisés à Grande-Synthe et dans le Calaisis, et celles qui sont utilisées aujourd'hui à Paris. Et puis aussi, peut-être l'occasion de parler des termes de flagrance, d'expulsion violente, de mise en bus, de violence, etc. Bon, vaste sujet, tu choisis ce que tu veux. Peut-être juste pour vous dire, nous, on n'a plus en fait d'arrêtés préfectoraux ou d'arrêtés municipaux qui auraient permis des défenses juridiques où en fait les personnes sont informées, puisque l'arrêté municipal ou l'arrêté préfectoral est affiché à côté du lieu de vie, et donc les personnes sont d'abord informées, puis ensuite peuvent essayer de créer des moyens de défense, et puis on a 2 mois pour se défendre. Juste peut-être pour écarter le fait que nous, on ne constate plus qu'il y a ces arrêtés sur les lieux de vie depuis déjà très longtemps. Dire peut-être aussi que du coup, ce sont des procédures urgentes qui permettent d'expulser les personnes, des procédures qui sont pas contradictoires, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un accès au juge. Du coup, là, je pense aux ordonnances sur requête. Les ordonnances sur requête aux fins d'expulsion, donc c'est des ordonnances sur requête d'un propriétaire privé. Alors, du coup, en France, on a des collectivités qui peuvent avoir une propriété privée. Donc, on a des collectivités publiques qui ont des propriétés privées sur lesquelles habitent les personnes et donc peuvent demander l'expulsion. Ça peut être aussi des propriétaires privés lambda, des entreprises, parce que du coup, effectivement, on est sur des espaces un peu de relégation, donc on peut être sur des zones industrielles, etc. Donc, ça peut être des entreprises, ça peut être aussi des personnes qui ont un terrain qu'elles vont souhaiter expulser. Mais ces pratiques d'ordonnance sur requête, elles sont vraiment... ça s'est tellement généralisé en fait aujourd'hui que l'ordonnance sur requête, quand elle est obtenue par le juge du tribunal judiciaire, n'est jamais affichée. En fait, à côté du campement, elle n'est plus affichée. Il y a eu des époques où elles étaient affichées encore en 2019, mais là aujourd'hui, on constate qu'elles ne sont plus affichées. Donc les personnes ne savent même pas qu'elles vont vivre une expulsion de terrain et n'ont pas accès à un juge. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas savoir qu'elles sont concernées par cette ordonnance, notamment pour une raison, je pense que c'est important de le noter. Un huissier vient sur le campement constater l'occupation illicite, mais ne parle pas aux personnes. C'est-à-dire que l'huissier va écrire un PV dans lequel il va écrire que les personnes ne sont pas dénommables, qu'elles ne parlent ni ne comprennent le français, et donc qu'elles ne peuvent pas donc produire une défense en justice. Donc ça, c'est assez, je pense que c'est important de le dire. Et peut-être dire du coup que c'est ces ordonnances sur requête, par exemple, qu'on a vu se déployer avec ces modalités un peu d'urgence sur l'ensemble du territoire national. Donc j'imagine à Paris, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Un autre moyen d'expulser, c'est aussi une procédure urgente, mais cette fois-ci sur des terrains publics de propriétaires publics, donc des collectivités, que sont les référés mesures utiles. Donc je suis désolée, c'est du jargon, mais c'est ce que vivent les personnes en exil, c'est ces procédures-là. Les référés mesures utiles, donc c'est devant le juge administratif. Là, on a plutôt une requête affichée, mais on a 5 jours pour préparer une défense si les personnes veulent avoir accès à un avocat. Donc c'est un temps qui est très court, dans lequel souvent on arrive à faire figurer le fait qu'il y a des mineurs non accompagnés, mais le juge, dans une extrême urgence, prend la décision de l'expulsion. Souvent, enfin, c'est arrivé une seule fois que le juge ne prononce pas une mesure d'expulsion parce qu'il n'a pas considéré que c'était urgent d'expulser, que ça allait être plus grave en fait d'expulser le campement qu'autre chose, mais c'est très rare quand on a une décision comme ça qui est un peu plus réflexive sur la situation. Parce que justement, on n'a que 5 jours pour faire réfléchir le juge finalement à la situation. La dernière base légale peut-être, et que je trouve, je commence à la voir un peu dans d'autres espaces et dans les Outre-mer aussi, c'est la flagrance. Donc c'est le principe d'une enquête pénale en fait, où il y a un dépôt de plainte ou une constatation en fait d'une occupation illicite par la police. Donc c'est un campement qui existe, c'est ça qui est embêtant avec cette histoire de flagrance, parce qu'on pense que c'est un détournement. Nous, on constate que c'est un détournement de la loi. L'enquête en flagrance, en fait, la police va constater l'occupation illicite, va expulser le campement, c'est ce qui se passe à Calais tous les 48 heures. Les personnes vont donc être déplacées sur la voie publique. Et quand la police, du coup, déclare l'infraction clôturée, s'en va et les personnes retournent sur le campement. C'est pour ça qu'on parle de véritable harcèlement, c'est parce que, en réalité, le campement, il existait avant, il existera après, mais il y a comme
une sorte de fiction qui permet de penser que la police a découvert un campement ou qu'un propriétaire privé porte plainte, ou un propriétaire public d'ailleurs, puisqu'en l'occurrence, il y a beaucoup la mairie de Calais qui porte plainte aussi par rapport à ces occupations illicites. Et donc, on se fait croire que le campement, en fait, est détruit, etc. Et donc, tout ça est une orchestration, en fait, d'une espèce de harcèlement des campements pour que les personnes ne se sentent pas désirées et toujours à vivre en situation de précarité et surtout déguerpissent, en fait, de ces lieux, puisque c'est complètement insupportable de vivre dans ces conditions. Et donc, juste pour vous dire, moi, ce que j'ai constaté en tant que coordinatrice juridique, c'est vraiment que c'est les bases légales utilisées, en fait, se transmettent de campement en campement. C'est-à-dire que la ville de Grande-Sainte avait commencé un référé mesure utile en 2019. La mairie de Calais, maintenant, utilise des référés mesure utiles, ce qu'elle ne faisait pas à l'époque, surtout sous les ponts du centre-ville de Calais. Et on a eu une procédure pour un campement à Ouistreham de référé mesure utile. Et donc, je vois bien qu'en fait, il y a un passage d'information qui se fait très, très bien sur comment expulser plus vite, plus fort les personnes. Donc, je vois aussi, en étant dans l'observatoire avec les partenaires, que ces techniques d'expulsion et de base légale se développent malheureusement très bien. Et c'est pour ça qu'on parle de laboratoire à Calais. Mais c'est assez excitant parce que je retrouve exactement les mêmes qui concernent les voyageurs. Donc, on a vraiment des populations de tests qui viennent s'inspirer aussi de pratiques qui existent déjà chez les voyageurs, enfin, chez l'expulsion des voyageurs. Donc, c'est tout l'intérêt de travailler aussi sur un réseau comme ça qui intervient sur différents champs. Pour Corentin, une question. Donc, le pacte des solidarités présenté début octobre a-t-il apporté des pistes de réflexion dans cette vaste question aux conséquences si multiples? Vous avez 5 heures. Merci. Peut-être pour ajouter à ce que tu disais avant, il y a la situation spécifique des collectivités territoriales d'outre-mer, ou aussi il y a des dérogations spécifiques à la loi Elan sur Mayotte, Guyane, qui sont aussi à prendre en compte, qui sont parfois, enfin, sur ces questions de laboratoire, sur ce qui est appliqué au traitement des étrangers, en particulier en outre-mer, c'est une question aussi qui fait France, et donc. Mais merci, super intéressant. Sur le pacte des solidarités, bon, en fait, ce qu'on constate, c'est que nous, on a porté l'intérêt qu'il y a un axe spécifiquement dédié à l'enfance dans le pacte des solidarités, ce qui n'était pas gagné, ce qui a finalement un peu émergé, et donc c'est tant mieux, même si on se rend compte que finalement c'est un pacte qui manque un peu de corps sur la façon dont ça répond aux problématiques, et surtout c'est son articulation avec le reste des politiques publiques qui reste largement défaillant. On n'a pas de vraie politique intégrée sur le volet pacte des solidarités et sur le volet hébergement-logement qui permet un redimensionnement notamment de l'offre d'hébergement et de logement. On sait là, par exemple, que dans le cadre du projet de loi de finances, on a simplement un maintien du nombre des 203 000 places d'hébergement. On avait obtenu des amendements qui ont été adoptés qui ont porté à 10 000 places supplémentaires le nombre de places d'hébergement pour l'année prochaine, mais à l'occasion du 49.3, le gouvernement a décidé de rester sur la version initiale du texte et donc le maintien des places d'hébergement. Et donc là, le budget, c'est un budget qui est sur 2024 en hausse par rapport à 2023, donc 2,9 milliards par rapport au budget initialement prévu pour 2023 de 2,8 milliards, mais ça reste inférieur au budget réalisé en 2023 qui est de 3,1 milliards et donc qui n'avait pas permis déjà de répondre à l'ensemble des besoins parce que on l'a vu sur les différents diagnostics baromètres qui ont été réalisés, il y a encore beaucoup de familles qui demeurent voilà, sans solution et qui ont leur demande non pourvue. Donc plus globalement, il faut penser cette question plus large de l'accès à l'hébergement et au logement dans un continuum. Et puis le pacte des solidarités, il est venu apporter un certain nombre d'outils sur la question de la tarification de la restauration scolaire, sur la question de l'accès à l'accueil pour la petite enfance, sur la question de l'observatoire de la non-scolarisation. Mais bon, ça manque globalement d'une cohérence d'ensemble et beaucoup de ces mesures sont en fait conditionnées à l'application par les collectivités
territoriale dans le cadre d'une contractualisation qui va avoir lieu là pour l'année prochaine et les années à venir, 3 ans. Et donc, c'est aussi ça sur lequel il faut rester vigilant, c'est la façon dont, dans le cadre de cette contractualisation, on fait en sorte que sur l'ensemble de leur champ de compétences, les collectivités vraiment investissent la question de la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle des enfants et la déclinaison du pacte. À ce propos, pour Oran, alors, en principe, la DIAL a en charge la résorption des bidonvilles. En principe. Ce rapport montre qu'on en est bien loin. Quels sont vos liens, donc je suppose l'Observatoire, avec les institutions, donc ministères, etc., pour trouver des solutions? Allez-vous leur présenter le rapport? Et quel travail de plaidoyer aujourd'hui comptez-vous faire? Oui, bah alors effectivement, donc le rapport, on va bien entendu le présenter à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, parce que c'est un acteur très central autour des sujets sur lesquels on travaille. Néanmoins, on a un vrai enjeu aujourd'hui, et je pense que c'est même l'essence même de cet observatoire, de renforcer la dimension interministérielle de ces sujets. Les années précédentes, on a eu par exemple l'occasion de rencontrer le ministère de l'Intérieur les 2 dernières années. Cette année encore, on sollicite des rencontres avec le ministère de l'Intérieur parce qu'on voit bien que pour le coup, même si on dit la DIAL est un acteur central, mais en réalité, ce qui se met en œuvre est beaucoup sous l'égide, on pense, des ministères de l'Intérieur, en tout cas aussi des services des préfectures qui doivent répondre au ministère de l'Intérieur. On essaye également, on va essayer de rencontrer différents ministères à la lutte contre la pauvreté, au logement, à la santé, à la justice, bien entendu, aussi, enjeu au niveau de la justice. Et voilà, notre idée était de effectivement pouvoir présenter ce rapport, en faire une table ronde, avoir des débats et des discussions aujourd'hui, et effectivement ensuite pouvoir solliciter des rencontres avec différents ministères, et on l'espère grandement aussi pouvoir un jour avoir une rencontre interministérielle réellement autour de cet observatoire et des conclusions et des constats qu'on peut faire. On rencontre aussi des autorités administratives indépendantes, généralement la Défenseure des droits, la CNCDH. Et puis on invite aussi, je pense, tous les contributeurs à l'Observatoire, toutes les associations locales à aller rencontrer leur préfecture, les différentes autorités locales avec ce rapport, avec ces constats. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi à un niveau local. Et donc voilà, c'est important que ça puisse se diffuser. Alors, on va peut-être prendre une dernière question pour Thomas. Alors, c'est plus une question presque de psychologie publique, je sais pas, mais c'est bien pour clôturer, je trouve. Le phénomène des expulsions passe sous les radars malgré la régularité des expulsions. Comment expliquer la décision d'expulser? Première question. Et qu'est-ce qui peut motiver les politiques publiques à expulser? Elle dit, c'est pas simple. Dans le rapport, je vous invite à lire le rapport, on voit qu'il y a différents motifs d'expulsion qui peuvent aller. Donc, en fait, vous avez déjà mentionné les causes d'une évacuation qui peut être tout mis en place par des policiers qui viennent forcer les gens à sortir de leur lieu de vie, que ce soit des propriétaires privés qui veulent récupérer l'usage d'un terrain, par exemple, ou d'un bâtiment, pour plein de raisons aussi qu'on peut distinguer. Pour des raisons de spéculation, pour faire du projet urbain, ou pour loger des gens, ou pour détruire et vendre. Enfin, il y a plein de raisons. Des collectivités publiques aussi qui peuvent être considérées comme propriétaires de terrains ou de biens occupés. Pour plein de raisons, pour des raisons d'ordre public, des dénonciations, et aussi pour des raisons d'ordre public. Les préfectures, effectivement, l'une des missions, c'est de maintenir la sécurité et l'ordre public. Et on voit souvent, très souvent même, dans les justifications d'expulsion, selon les ordonnances, quelles que soient les bases légales, souvent est déclaré en fait, pour l'intérêt des habitants eux-mêmes, en disant que les installations ne sont pas sécurisées, il y a des risques d'incendie, et donc il y a risque de péril, péril, et donc il justifie une intervention d'urgence. Donc ça, c'est après, ça dépend des travaux. Mais c'est une grande partie en fait des justifications officielles
d'une expulsion. Et donc même le dernier cas que tu as évoqué sur cette manigance sur la flagrance ou pas, c'est en fait, c'est très régulièrement justifié comme tel. On ne peut pas laisser ces acteurs-là et ça fait courir un risque juridique au maire parce que si sur un terrain notamment appartenant ou un bâtiment appartenant à une collectivité dont le maire serait responsable et qu'il y a un décès, les maires seraient juridiquement en fait responsables sur ces enjeux-là. Donc là, voilà, c'est les motifs, les justifications, donc on peut essayer de classer ça. Donc voilà pour les stricto sensu. Après, dans la question, je reformulerai la question, c'est pas les politiques publiques qui expulsent, c'est certains acteurs publics qui peuvent demander en fait des expulsions pour les raisons que je viens d'évoquer, mais il y a les propriétaires privés aussi qui demandent aussi, il y a des bases juridiques pour le faire. En fait, les politiques publiques, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il y a des politiques de logement qui sont mises en place par l'État, par des collectivités locales qui sont très diverses. Il y a des politiques sociales, là aussi à différents niveaux. Il y a des politiques autour de la scolarisation, de l'emploi. Il y a plein de secteurs de politique publique. Donc, en fait, l'idée, c'est de comprendre que l'expulsion, ce qu'on peut appeler l'expulsion, résulte de la combinaison ou pas, de l'action ou de l'inaction des acteurs qui sont positionnés dans nos différents secteurs. Donc, il n'y a pas un État qui agit comme une boîte noire, une politique publique qui expulse. Les expulsions, résultent en fait de plusieurs faisceaux qui sont parfois contradictoires. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, beaucoup de mécanismes d'expulsion, le fait pour un habitant d'être forcé à quitter une cabane, une tente ou un squat, peut aussi résulter de l'action d'administration qui cherche à reloger une partie des autres habitants. En fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, les politiques de résorption, systématiquement, produisent de l'éviction parce qu'en fait, et là aussi sur un siècle d'histoire et dans tous les pays du monde, il n'y a pas d'opérations qui font du 100% en fait. C'est extrêmement rare de trouver ça et généralement, c'est plutôt la moitié. Enfin, il y a des critères dits d'insérabilité qu'on retrouve dans tous les pays, à toutes les époques, qui sont fixés par des facteurs politiques, mais aussi économiques, la disponibilité du logement, qu'on peut expliquer aussi, c'est un peu long là, mais et donc en fait, ça peut être aussi produit comme étant en effet pervers. Donc pour répondre à la question, c'est plus complexe qu'il y a un acteur qui décide d'une expulsion, des politiques qui décident d'expulsion, parce que notamment en Europe quand même, ce qui peut faire la différence aussi avec le nord de l'Amérique, d'autres pays, il y a un État qui est quand même un État social en Europe et qui en fait met en place des politiques sociales malgré tout ce qu'on raconte et qui est très fort. Et il y a beaucoup plus de filets de sécurité que dans d'autres pays du monde et d'Europe. Et donc en fait là aussi il y a ça peut apparaître comme des contradictions, mais les politiques publiques parfois s'entrechoquent et les débats autour de la diane dont on parle beaucoup le montrent de façon exemplaire. En fait. Des morceaux d'État veulent attirer dans un sens, d'autres morceaux d'État amènent dans un autre sens. Puis il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. C'est ça le monde des politiques publiques. Il y en a toujours des qui gagnent, toujours qui perdent. Et après, il y a le travail de chercheurs et des associations qui essayent de faire bifurquer certains bouts de ces politiques publiques et en produisant des connaissances que nous fait le rapport, c'est toujours mieux. La difficulté d'articuler les politiques publiques autour du pivot du logement, qui aujourd'hui est assez diffus. Voilà, on n'a pas de ministère du logement à proprement parler. Donc, voilà, il y a quand même des grandes perspectives de travail. Et puis, je pense qu'on a du boulot pour quelques années encore, malheureusement. Sur ces questions, sur ces mots, je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter des choses, mais je pense qu'on peut gentiment conclure ce webinaire. Vous remercier de votre attention. Et puis, on peut remercier l'ensemble des partenaires de l'Observatoire, peut-être, qui ont écrit ce rapport, qui ont rédigé ce rapport. Remercier Corentin Bailleul, du coup, qui vient de l'UNICEF et qui est venu participer à la table ronde. Merci Thomas Aguilera, du coup, aussi, qui est chercheur, qui a réussi à un peu éclairer ce rapport de tes analyses. Et puis remercier peut-être aussi la coordinatrice de l'Observatoire, donc Célia Mougel, qui nous a quand même beaucoup accompagnés dans l'exercice de la rédaction de ce rapport et puis aussi dans l'organisation de ce rendu et puis qui continuera à nous accompagner de toute façon pour ces fameux rendez-vous avec les ministères et avec les autorités administratives indépendantes. Donc merci à tout le monde. Puis on va pouvoir clôturer ce webinaire.